Donc, dernier cours de l'année. Je vais donc vous parler... j'ai pas mal de choses à faire, vous voyez. Je vais essayer de vous parler d'histoire aujourd'hui, de l'émergence de l'État et de l'émergence de la démocratie. Alors, je donnerai quelques idées, évidemment, je n'épuise pas. Ce sont des vastes sujets auxquels on ne peut pas faire justice. Il faudrait plus d'un cours sur chaque, évidemment. Donc, vous vous souvenez toujours une façon simple de raisonner, mais enfin, c'est peut-être trop... Alors là, du coup, oui, voilà, tableau. C'est bon. Ça, je peux faire. Voilà. Vous vous souvenez qu'on avait raisonné un peu dans ces termes de corridor. On avait dit qu'on avait ici l'État, et ici, on avait un peu ce qu'on appelait la société civile. Mais ça peut être aussi les contre-pouvoirs, et donc ça dépend qu'est-ce qu'on appelle, et qu'en gros, il fallait de l'autorité et il fallait du contrôle, quoi. Alors, on peut mettre dans l'État, il y en a certains qui disent je mets l'État d'un côté, la société civile et les contrôles de l'autre. Il y en a d'autres qui incluent les contrôles dans ce qu'ils appellent l'État, quoi. Mais en gros, on voit bien ce qu'il faut, et le fameux corridor, il faut suffisamment de l'un et de l'autre pour vraiment pouvoir se développer et mettre en œuvre des politiques de croissance, etc. En tout cas de croissance par l'innovation. Donc là, je vais commencer, voilà. Donc je vais commencer par parler un petit peu à nouveau, c'est une autre manière de voir le corridor. Enfin, c'est vraiment l'idée de state capacity, quoi. Il y a vraiment cette idée que l'État, on a vu un peu l'État en termes d'institutions, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, l'État, disons que le pouvoir, par exemple, de taxer, c'est quelque chose qui est assez récent. Si vous voulez, par exemple, voilà, ça c'est la, vous voyez, ça vous montre, si vous voulez, pour des différents pays, vous voyez, donc ça c'est fait à partir de 44 pays, des pays développés. Et puis, au cours du temps, eh bien, la capacité de lever l'impôt sur le revenu, et on voit que finalement, eh bien, et la TVA, c'est beaucoup plus récent encore, mais vous voyez qu'en fait, c'est très récent l'aptitude qu'ont eu les pays de lever l'impôt. Voilà, donc ça, c'est pas venu comme ça, quoi. Voilà, donc la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est tellement récent que les pays puissent lever l'impôt. Ça paraît naturel. D'abord, il y a des pays où ce n'est pas naturel du tout, encore de nos jours, et même en Europe. Mais souvent, et en fait, ce qui montre Beasley avec Thorsten Persson dans leurs travaux, c'est que pendant longtemps, des pays se sont reposés sur les tarifs douaniers ou sur d'autres sources, ou sinon ils pratiquent l'inflation, la inflation tax. L'inflation est un impôt, puisque évidemment, si j'augmente la quantité de monnaie et que je fais monter les prix, évidemment, ça fait que, en fait, j'impose une taxe sur ceux qui détiennent déjà des avoirs en liquide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la inflation tax. Beaucoup de pays qui n'arrivent pas, notamment en Amérique latine, qui n'arrivent pas à lever l'impôt, eh bien, souvent ont financé leur déficit ou leurs dépenses à travers la inflation tax. Mais sinon, avec les tarifs. Mais vous voyez, et vraiment l'impôt sur le revenu, eh bien, il y a peu de pays et c'est très récent. Voilà, donc ça, c'est une chose à avoir en tête, et c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, eh bien, la fiscal capacity a augmenté. Alors, si vous voulez, dans l'esprit de Tim Beasley et des autres, en fait, la fiscal capacity, c'est un mélange pour qu'il y ait... d'ailleurs, là, on peut voir, ça, c'est pour 18 pays. Et là, on regarde à nouveau donc, c'est ce qui est en pointillé, c'est la part de l'impôt sur le revenu dans le revenu total. Et la courbe en continu, c'est la part de tout ce qui est revenu d'impôt, tout impôt confondu, évidemment pas à la même échelle, par rapport au revenu total. Et vous voyez que vraiment, vous voyez là, à nouveau, c'est quelque chose qui est récent, alors vous voyez, évidemment, au moment de la guerre, ça a augmenté énormément la capacité de lever l'impôt. Évidemment, là, il y avait une grande cause, et il fallait lever l'impôt, et là, tout d'un coup, quand il y a des événements comme ça, la fiscal capacity augmente très vite. Mais vous voyez, on reviendra aux guerres dans un moment. Mais donc, c'est intéressant de voir que, en fait, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment assez récent et
qui se construit petit à petit dans différents pays. Vous avez par exemple, je vais aller en Argentine, en Argentine, voilà un pays où on a beaucoup de mal à lever l'impôt, enfin voilà, je sais pas moi, d'autres pays proches de nous, où on fait face au même pays. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui travaillent sur l'État, notamment Beazley, Persson et tous ces gens-là, en fait, si vous voulez, de quelque manière qu'ils le disent, ils disent en gros, il faut deux choses. Il faut d'un côté un pouvoir coercitif, et de l'autre côté, il faut encourager le consentement à l'impôt, le consentement aux règles. Et donc, si vous voulez, il y a une première... Donc, les vues sont complémentaires, mais il y a des gens qui mettent davantage l'accent sur l'État comme force de coercion et de coercition, et la deuxième vue qui met plutôt l'État en valeur, le contrat social, l'aspect contrat social. La vérité, c'est qu'il faut les deux, quoi. La vision Léviathan qu'on avait vue du tout État, qui l'État est une institution qui monopolise le pouvoir de violence, en fait, et donc la force de l'État, c'est d'avoir ces institutions coercitives, et que c'est la seule manière, l'État, c'était le Léviathan dont on avait parlé il y a deux séances, qui était pour empêcher qu'on aboutisse à l'anarchie où tout le monde se tape dessus, il faut qu'il y ait une autorité au-dessus de tout le monde qui empêche justement ce qu'on appelle l'anarchie hobbesienne. Donc ça, c'est la vue vraiment disant, voilà, il faut l'État coercitif, quoi. Mais en même temps, il y a cette notion qu'un État coercitif tout seul, ça ne marche pas, et qu'il faut créer également un sens de consentement volontaire. Et alors, ça se fait à travers différentes choses. Il y a ce qu'on appelle les normes sociales, les normes de coopération, et la culture, l'instruction civique, si vous voulez. Et donc ça, ce sont des éléments qui sont également très importants. Je vous avais mentionné la dernière fois, vous vous souvenez, il y a deux séances, l'exemple de l'Ouganda et le pouvoir central qui voulait essayer de mettre en œuvre une politique éducative. Et vous vous souvenez qu'il n'arrivait pas à grand-chose parce que dans les échelons intermédiaires, la corruption faisait barrage à l'allocation des fonds éducatifs. Il fallait autre chose. Et j'avais dit, il y aurait eu une solution, c'est ce qu'on appelle le top-down, ça aurait été de dire, je mets des policiers partout, mais les policiers peuvent être corrompus eux-mêmes. Et qu'une des solutions qu'ils avaient trouvées en Ouganda, c'était de faire appel, justement à la société civile à travers l'information et justement de pouvoir faire en sorte que ce soit du bottom-up, que les politiciens en charge d'allouer les fonds aux écoles, etc., les politiciens locaux, soient en fait contrôlés par les citoyens eux-mêmes, quoi. Et que ça, c'était une manière beaucoup plus efficace en Ouganda que de simplement se reposer sur les juges et les forces de police, puisqu'elles-mêmes pouvaient être corrompues. Donc, si vous voulez, il y a cette idée que pour que ça marche bien, il faut bien sûr qu'il y ait un État, bien sûr qu'il y ait des lois qui soient respectées, etc., mais il faut en plus l'idée d'un contrat social et d'un consentement. Par exemple, très simple, moi je vais à la Grèce par exemple, c'est un pays très très bien où il y a beaucoup de grandes choses, mais il y a un problème de lever l'impôt en Grèce. Alors je ne sais pas et c'est un gros problème, et on ne sait pas comment, voilà, donc peut-être les choses évoluent, et je ne sais pas comment ça c'est, mais c'est un gros problème parce que tu ne peux pas juste dire je vais le faire par l'autorité, par la force, etc. Donc voilà. Donc alors évidemment, c'est fait que l'État dit voilà, si je suis conscient de ça, je vais investir dans des structures qui facilitent le consentement. Alors il y a les autorités de réglementation, il y a les cours, il y a tout ce qui fait que on respecte et qu'on se soumet aux règles. Et donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'en fait il y a des pays qui ont pu augmenter leur capacité à lever l'impôt sans forcément devenir plus coercitif. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'autres choses qui se sont développées. Voilà. On a vu, il faut les deux composants, mais on a vu au cours du temps que les États ont développé des capacités à lever l'impôt, et ça n'a pas reposé seulement sur la coercition qui devient plus dure. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qu'ils voulaient qu'ils expriment un peu l'histoire du corridor, mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe du pouvoir. C'est-à-dire que, on sait que les États investissent davantage
quand ils ont des contraintes, c'est-à-dire quand il y a des checks and balances, quand le pouvoir est contrôlé d'une certaine manière. Et donc en particulier quand il y a un pouvoir législatif, quand il y a le règle de droit, quand il y a des médias plus libres, quand la société civile peut se mobiliser, eh bien, c'est dans ces cas-là que l'investissement peut se poursuivre. Voilà, donc il y a vraiment cette idée, il faut évidemment que l'État coercitif, c'est important, mais il faut également cette idée de la société civile. Voilà, donc je voudrais, moi, passer assez vite sur ces choses-là, et de vous montrer juste deux petites figures intéressantes, si vous voulez, de ce point de vue, pour illustrer ce que je dis. Donc il y a cette mesure Politicatre qui mesure le niveau de contrôle des gouvernements, hein, de checks and balances, d'accord. Et on peut regarder deux mesures intéressantes de state capacity. C'est-à-dire deux mesures. L'une, c'est la possibilité de lever l'impôt, et l'autre, c'est la protection des droits de propriété. D'accord ? Donc ça, c'est deux aspects importants du pouvoir de l'État. C'est fondamental pour investir. Je veux dire, l'État a besoin d'investir et l'État a besoin de protéger les droits de propriété. C'est quelque chose de fondamental si on veut avoir de la croissance, de l'innovation, etc. Et vous voyez, là, on montre un certain nombre de pays. Ça, c'est basé sur des régressions interpays en panel sur plusieurs périodes. Et on voit, en fait, si vous voulez, que les pays qui ont davantage de contraintes sur l'exécutif sont également les pays qui ont un tax capacity, le plus grand, dont l'impôt représente une part plus grande du PIB. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément imposer plus, mais c'est très intéressant, c'est la capacité de lever l'impôt est positivement corrélée avec les contraintes qu'on met sur l'exécutif. C'est quand même une chose intéressante parce qu'on pourrait penser que c'est paradoxal, on pourrait dire tout ce qui limite le pouvoir de coercition limiterait la capacité à imposer. Ben non, c'est pas vrai. Le contrôle sur l'exécutif, en fait, renforce le pouvoir qu'a l'État de lever l'impôt et donc d'investir et donc de faire des choses. De la même manière qu'en Ouganda, d'avoir mis des médias et d'avoir instauré plus de démocratie, ça a renforcé la capacité qu'avait l'État d'investir dans l'éducation et de s'assurer que ce qui était alloué aux écoles arrive bien aux écoles. Vous voyez, c'est une chose intéressante à garder à l'esprit. Et l'autre, c'est la protection des droits de propriété. La même chose, c'est quand les pays, quand les contraintes sur l'exécutif sont les plus grands, que vous avez protection des droits de propriété. Et donc c'est important. Il faut aussi la coercion. Si vous n'aviez pas d'État, si vous n'aviez pas de Léviathan, ça ne marcherait pas. Mais vous avez besoin également des contraintes sur l'exécutif. C'est ça qui fait que l'État va faire ce qu'il faut, qui va aller dans les bons, qui va utiliser son pouvoir à bon escient, parce que sinon il y a le danger que l'État lui exproprie tout le monde. Et donc ça, il ne le fera pas s'il y a un contrôle, d'accord ? Donc là, c'est des choses qui me paraissent évidentes, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas du tout plus de société civile implique moins d'État, quoi. Il y a vraiment une complémentarité entre l'aspect coercitif de l'État et l'aspect compliance, société civile, contrôle, qui en fait, pour ce qui est de l'investissement et de la protection des droits de propriété, pour ce qui est de ce qui est important pour l'innovation et la croissance, sont vraiment complémentaires et pas antinomiques, d'accord ? Donc voilà, donc je vais passer au deuxième. C'est juste une longue introduction, et je vais vous parler un petit peu maintenant expliquer un petit peu l'émergence du pouvoir de taxer. Voilà. Alors là, il y a des. Donc je vais parler du début. Je crois que là, ouais, je suis. Voilà. Alors, je vais parler du rôle des guerres dans l'émergence du pouvoir fiscal. Donc là, il y a eu des travaux de différents auteurs. Là, voilà deux auteurs. Joachim Vott est un historien de l'économie et Nicolas Genaioli est plutôt un théoricien. Il travaille beaucoup sur le système juridique. Et donc, ils essayent de comprendre, de relier, d'essayer de relier les conflits militaires et l'émergence de l'État comme pouvant taxer. Voilà. Alors là, par exemple, il vous montre juste un tableau qui est basé à nouveau sur un panel de pays, un pays donc au cours du temps.
plusieurs pays au cours du temps. Et ça montre, disons que ça, on voit en tout cas une corrélation très forte. Ça, c'est sorti d'ailleurs d'un papier d'Acemoglu 2005, qui a une corrélation très forte entre le PIB par tête et l'importance de l'impôt dans le PIB, hein, d'accord? Donc, il y a l'idée que le développement et la fiscal capacity sont très reliés, quoi. Alors, c'est une corrélation, hein, il y a aucune causalité là, hein, d'accord? C'est simplement de dire, voilà, ça montre quand même, si les pays plus développés ou quand les pays sont plus développés, ils tendent à avoir une capacité de taxe plus grande, voilà. Alors, la question, c'est d'où vient la state capacity? Alors, eux, ils regardent, donc là, ils regardent vraiment la state capacity en tant que qu'habilité à lever l'impôt, quoi. C'est vraiment ça que ces auteurs regardent. Et ils disent, en fait, il y a l'idée que les États font la guerre et la guerre fait les États, quoi. Vous voyez? Donc, c'est cette idée-là. Un auteur très important, c'est Tilly. Donc, Tilly a écrit, il est vraiment la référence là-dessus. Et c'est vrai que si on regarde, on voit que les États qui ont une histoire, qui ont vraiment une histoire de guerre, de bataille plus grande, plus importante, tendent à avoir une capacité à taxer plus grande. Donc là, l'idée vraiment, c'est de dire, j'ai dû faire face à des guerres et il fallait que je finance ces guerres pour me défendre. Et ça a légitimé que je mette en place des structures étatiques. Donc je vais le montrer d'abord pour la capacité de taxer, et après je le montrerai pour l'éducation, d'accord? Donc voilà, donc vous avez des guerriers, donc vous reconnaissez, alors, celui de la gauche je ne reconnais pas moi, mais je reconnaissais celui-là. Vous reconnaissez qui c'est celui-là? C'est Charles Quint, Shame on me, voilà. Et donc celui-là, il n'y a pas de... Donc ça, j'ai pas besoin, donc ça, tout le monde reconnaît, d'accord? Alors ça, ce tableau vous donne en gros la fréquence des guerres en Europe. Vous voyez, donc alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus. Ce qui s'est passé, c'est que au 15e, 16e, 17e siècle, par rapport à après, disons qu'il y avait peut-être plus de guerres. Les guerres duraient plus longtemps. Et disons qu'on était plus souvent en guerre, quoi. Voilà. Mais c'était pas des grosses guerres, quoi. C'était des batailles, quoi. Voilà. La technologie a changé. C'est-à-dire que ensuite il y a eu peut-être, bien que au XXe siècle il y a eu moins de guerres qu'il y en avait avant, mais elles ont été effroyablement meurtrières, évidemment. Et on est passé à une autre technologie. Donc eux, toute leur idée, c'est de dire la guerre moderne. Donc c'est surtout des pays qui ont connu beaucoup de conflits, évidemment, dont il s'agit, mais surtout, il y a eu des évolutions dans la technologie de guerre. Et ces évolutions dans les technologies de guerre, c'est que maintenant, c'est des gros coûts fixes. Avant, il faut acheter des arcs et des flèches. Maintenant, il faut acheter des tanks. Il y a des gros coûts fixes à payer. Eh bien, il faut pouvoir financer ces coûts fixes. Et en gros, il faut mettre en place un système qui permet de lever l'impôt pour financer ces guerres-là. Quand il s'agit d'envoyer quelques archers avec des arcs et des flèches, tu n'as pas besoin de la même fiscale capacity que quand tu... donc leur point de vue, c'est qu'il y a des pays qui sont confrontés à des dangers de guerre et ils doivent, à ce moment-là, ils décident d'aller... mais évidemment, ils le feront plus ou moins facilement s'il y a cohésion au sein du pays ou pas cohésion au sein du pays. Donc si, par exemple, on est un pays assez uni, la guerre va faire qu'on va lever l'impôt plus facilement. Si on a un pays beaucoup plus désuni, peut-être que la guerre va rendre les choses encore pires. Et donc, ce qu'il montre, c'est que, en fait, tout vient de la conjonction de l'arrivée ou pas d'une menace de guerre, et en conjonction avec la structure de la société. La société peut être plus ou moins hétérogène, plus ou moins conflictuelle. Et donc, ça, évidemment, ça va influencer le fait est-ce que la guerre va être vraiment quelque chose qui nous pousse vers le haut à construire un state capacity, ou est-ce qu'au contraire, la guerre va nous pousser vers le bas à nous taper dessus encore plus et au contraire s'éloigner de la state capacity, d'accord? Donc ça, c'est un peu ce que ces auteurs développent. Donc ce que dit simplement Tilly, c'est que Tilly dit, les pays, l'Europe est quand même une région qui s'est beaucoup développée, c'est quand même des pays qui ont connu beaucoup la guerre, mais vous voyez que la guerre, en fréquence, en durée, en moyenne, ça baisse beaucoup, mais évidemment, c'est des guerres beaucoup plus massives, meurtrières, et avec une technologie très différente, quoi. Et pour gagner, de plus en plus, il faut payer. Il faut financer pour gagner, quoi. Voilà. Avant, il fallait être malin, etc. Mais là, il faut de plus en plus financer pour gagner.
Alors, il y a des pays qui ont... il y a des pays ou des endroits du monde où on se fait la guerre beaucoup, mais ça ne veut pas dire que state capacity a forcément augmenté. Donc, ils expliquent que, si vous voulez, la guerre est une condition, en tout cas, qui a certainement favorisé l'émergence des États, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et donc, par exemple, il dit justement, dans des sociétés de chasseurs, des comités de chasseurs, il y a souvent des morts violentes, mais ça ne suffit pas pour induire, disons, une state capacity, pour construire la state capacity, quoi. Il faut autre chose pour ça. Donc c'est ça qu'ils essaient de comprendre. Et l'autre chose qu'il faut, c'est que la technologie de guerre doit changer, et il faut qu'il y ait une certaine cohésion au sein de la société. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, eh bien, c'est ce qu'ils expliquent, il n'y a pas vraiment passage. La guerre en elle-même ne suffit pas. Voilà, tu vois, si tu as une guerre à la fois dans un pays très hétérogène et pas cohésif, et qui ne nécessite pas les coûts fixes, eh bien, l'effet sera différent. Donc évidemment, ce qui va être très important, eh bien, pour expliquer pourquoi il y a eu émergence de la tax capacity, ça a été d'un côté, eh bien, le fait que l'importance de l'argent pour gagner une guerre, eh bien, c'est beaucoup plus grand maintenant qu'avant. Il faut maintenant avoir des ressources pour gagner. Avant, on pouvait peut-être gagner sans avoir tant de ressources. Donc l'argent devient, l'investissement dans la guerre devient quelque chose de beaucoup plus important qu'avant. Et puis, évidemment, un facteur important, c'est est-ce qu'il y a ou pas opposition eh bien, au sein du pays, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a des... Et donc, voilà, et on peut mesurer de différentes façons pour voir est-ce que ça va... Et évidemment, des pays plus ou moins... l'importance... La guerre a changé de technologie partout, mais les pays ne sont pas de manière également cohésifs, voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, eh bien... tant que l'argent n'était pas important pour la guerre, eh bien, la guerre, c'est plutôt un élément qui vous éloigne de la state capacity, c'est quelque chose qui coûte, mais qui ne vous fait pas investir. Par contre, quand la guerre dépend vraiment beaucoup de l'investissement, eh bien, il y a une course vers le haut, au lieu d'avoir une course vers le bas, et surtout entre les États qui sont cohésifs. Les États qui ne sont pas cohésifs perdent cette course. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la théorie que développent ces deux auteurs. Alors là, c'est une figure intéressante. Ça vous montre. Donc c'est les pays les plus riches, et ça vous montre. C'est parmi les pays développés, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre. Vous voyez, alors la fiscal capacity, elle a augmenté surtout dans les pays où il y avait peu de niveau d'hétérogénéité. Vous voyez, où il y avait où il y avait une certaine homogénéité ethnique, de revenus, etc. Donc, il y a un indice d'hétérogénéité. Et dans les pays qui ont peu d'hétérogénéité, eh bien, on voit que la fiscal capacité a augmenté au cours du temps. Par contre, dans les pays à haute qu'hétérogénéité, eh bien, on n'a pas vu la fiscal capacity augmenter autant. Et ça, la probabilité qu'ont les pays les plus riches de gagner une guerre, et ça augmente évidemment. Vous voyez, donc c'est très relié à la low heterogeneity. Vous avez low heterogeneity, eh bien là, ça vous fait vraiment investir plus quand il y a une menace de guerre, parce que vous savez qu'à ce moment-là, cet investissement sera vraiment utilisé pour gagner la guerre, quoi. Voilà. Et sinon, il ne le sera pas, quoi. Donc c'est intéressant de voir comment ces éléments jouent, vous voyez, l'hétérogénéité et la fiscal capacity. Voilà. Alors, donc, par exemple, une chose intéressante, c'est ce diagramme qui vous montre la taille de l'armée en proportion de la population. Et c'est intéressant vous voyez, vous parlez de Philippe Auguste, l'empereur Auguste, et puis vous allez jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez, oui, ça vous donne cette idée, c'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez comment... vous voyez, il y a vraiment cette courbe, cette croissance très rapide de la taille des armées en fonction de la population. On peut dire que la technologie change, quoi. Hein, c'est vraiment maintenant, ça devient des trucs de masse, c'est-à-dire on en voit, c'est la conscription de masse, quoi. Hein, avec des équipements et il faut évidemment organiser ces gens-là. Quand on passe à une armée de masse, c'est des investissements en équipement, mais on va le voir tout à l'heure, c'est également des investissements en éducation. Et ça, je vais en parler tout à l'heure.
Alors, ce qui est très intéressant également, c'est de montrer, c'est de voir qu'en fait, il y a une divergence en Europe. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, la France et l'Angleterre, eh bien, la state capacity a augmenté beaucoup par rapport à la Prusse et la Pologne, etc., disons, jusqu'à la fin du XVIIIe. Alors après, évidemment, ça change, mais on voit vraiment que, et là, ça a été vraiment les technologies modernes de guerre, l'apparition des technologies modernes dans des pays comme France et Angleterre ont vraiment conduit à augmenter la state capacity par rapport à d'autres pays. Voilà, là, je regarde encore. Là, c'était en termes de taxes de revenus. Hein, donc là, c'était vraiment... et là, c'était en termes d'impôts. Et on voit vraiment qui arrive à lever l'impôt, qui n'arrive pas. Vous voyez, Venise était très bien placée. Hein. L'Angleterre, Venise, France, ça, c'était très, très bien placé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change au cours du temps? Voilà. Eh bien, il y a la chose suivante. Donc d'abord, ce que j'avais montré tout à l'heure, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la part des gens qui sont affectés par la guerre augmente. Vous voyez, donc il y a vraiment passage à... On a moins de guerres peut-être, mais c'est des guerres qui affectent de plus en plus de monde. La Première Guerre mondiale en France, il n'y a pas une famille qui n'ait pas été, d'une manière ou d'une autre, affectée par la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas le cas de guerre auparavant. Mais maintenant, regardez les guerres, regardez les dépenses du gouvernement, regardez le gouvernement français, ce qu'il dépense dans les guerres. Et regardez, et à chaque fois qu'il y a une guerre, vous voyez, de plus en plus, on dépense, regardez là. Vous voyez, la guerre enfin, ça, on est jusqu'en 1720, mais après ça... Mais vous voyez, on dépense de plus en plus pour les guerres, vous voyez, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le changement technologique? Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer, en fait, le changement? Il y a eu une révolution militaire. La révolution militaire, c'est qu'en fait, eh bien, d'abord, il y a eu l'introduction des armes à feu, qui a fait que on a changé, ça a affecté les tactiques, quoi. Voilà. Et puis, l'utilisation des canons, qui ont rendu évidemment les murs médiévaux obsolètes, inutiles. Et il y a eu les nouvelles fortifications, comme la Thrace italienne. Il y a eu des changements technologiques, voilà, qui ont obligé à se réorganiser. D'accord? Donc, évidemment, quand il y a des armes à feu, des pistolets qu'on tire, eh bien, il faut évidemment entraîner les gens, il faut former. Ça devient important. Donc, par exemple, Maurice de Nassau introduit des systèmes d'entraînement très stricts sur l'utilisation des armes à feu. Et du coup, eh bien, comme on entraîne les gens, on commence à avoir des armées de fantassins, d'accord? Et donc, et c'est des armées qu'on peut contrôler, etc. Donc émergent des armées de masse, si vous voulez, vous voyez? Et en fait, cette révolution, eh bien, l'idée, c'est que ça va aider cette révolution, évidemment, pour pouvoir se doter de ces armes à feu, d'organiser les armées, etc. Il faut dépenser. Donc, ça donne une prime aux riches, évidemment. Et évidemment, ça ne suffit pas, parce que ce qu'ils expliquent, c'est que eh bien, c'est plus facile que la guerre conduise à lever l'impôt et financer la guerre quand vous avez une société où il y a moins de clivage. Si vous avez plus de fragmentation interne, de conflits ethniques, de conflits internes, etc., il y a différentes mesures de conflits à l'intérieur des pays, eh bien, évidemment, ça va rendre, évidemment, ça fait que, eh bien, l'effet d'une guerre sur l'investissement, eh bien, sur la state capacity et sur d'autres choses après, eh bien, est tout à fait négatif. Voilà, donc il y a l'idée à quel point la guerre a besoin d'argent et à quel point c'est facile de construire la state capacity, à quel point je n'aurai pas des forces contraires qui m'empêchent de le faire. Voilà. Donc il regarde 153 batailles importantes pendant la période que je vous ai montrée, et il regarde le lien entre la fragmentation et la rising state capacity. Et donc, il voit d'abord, vous voyez, la chose intéressante suivante, c'est qu'il voit que, qui gagne, vous voyez, plus on passe de 1500 vers 1800,
plus être riche fait que vous avez une chance de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, riche, si vous avez plus d'argent ou moins d'argent, si vous êtes au-dessus du médian ou moins du médian, ça ne fait pas une grande différence. Mais vous voyez que dans les guerres qui sont déjà menées même à la fin du XVIIIe siècle, d'avoir des moyens fait une énorme différence sur la probabilité de gagner une guerre. Donc on voit vraiment là qu'il y a un changement technologique, vous voyez? Voilà. Et alors là, ils font une régression simplement, donc là on le voit en regardant les périodes, mais ils font une régression statistique où ils régressent la capacité de lever l'impôt, c'est-à-dire mesurée par les revenus fiscaux divisés par le PIB, sur le fait d'avoir, sur la fréquence des guerres, et ils voient qu'évidemment la guerre est un élément important. Mais ça, c'est fait sur des données après, disons, que la transition ait eu lieu. C'est basé sur des données plus récentes. Mais il voit qu'en tout cas, il y a un lien très fort entre capacité et fréquence des guerres. Donc c'est un élément important du fait qu'il y a cette capacité. Mais le truc important, c'est qu'il regarde les degrés d'hétérogénéité et il voit que des pays très homogènes, comme les Pays-Bas, l'Angleterre, la Prusse, là, dans ces pays-là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a très peu d'hétérogénéité, et là, on voit que, l'impact de la guerre sur les revenus fiscaux sont très grands. Mais dans les pays où il y a beaucoup d'hétérogénéité, comme la Pologne à l'époque, ou l'Empire ottoman à l'époque, etc., puisque l'Empire ottoman était très hétérogène, évidemment, on voit que, donc il regarde en termes ethniques, langue, etc., il voit que dans les plus hétérogènes, vous avez moins d'effets ou conflits civils. Vous avez beaucoup moins d'effets disons, de l'occurrence d'une guerre sur les revenus fiscaux. Donc c'est intéressant. Ils disent, voilà, je peux expliquer non seulement l'émergence des États en termes de pouvoir de taxer par le fait qu'il y ait eu des guerres, par le fait que la technologie de la guerre ait changé, mais ça n'affecte pas de la même manière tout le monde. Les pays assez cohésifs, eux, répondent vraiment, mais les pays qui n'étaient pas cohésifs au départ, cet effet est beaucoup moins grand, et donc il y a une divergence qui va augmenter dans la state capacity. Ils expliquent non seulement l'émergence de la state capacity, mais ils expliquent pourquoi on voit qu'il y a une divergence entre les state capacity de différents pays. C'est que c'est les pays cohésifs qui répondent très positivement, et les pays moins cohésifs qui ne répondent pas. D'accord ? Et donc ça, c'est le... Donc voilà, donc l'idée, c'est de dire, voilà, la guerre pousse à la state capacity quand l'argent compte pour gagner la guerre, d'accord ? Mais quand l'argent ne compte pas, la guerre ne conduit pas à construire la state capacity. Au contraire, elle conduit les gens à être encore plus, à se taper encore plus dessus, à faire des guerres civiles, etc. Dans les pays plus fragmentés, la guerre exacerbe les coûts de faire des réformes, et donc ça crée une divergence entre les pays fragmentés et les pays pas fragmentés. Mettons que tous les pays soient sujets à plus de guerres, où il y a une technologie de guerre qui change, les pays plus fragmentés verront leur state capacity ne pas augmenter du tout par rapport à ceux qui sont plus cohésifs. Voilà, donc ça c'est un petit peu un peu la théorie que ces personnes développent. Et maintenant je vais passer tout de suite à ma troisième approche, qui est sur l'éducation, dont j'avais parlé déjà, mais je vais le reprendre, parler dans des cours précédents. Alors, affichage. Ah oui, alors là, j'ai un problème. J'ai fait une bêtise ici, affichage. Je crois que je dois oui, voilà, je sais ce que je dois faire. Voilà. Il y avait juste des fois, alors, en termes d'affichage, navigation, mesure plein écran. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc... alors là, on se posait la question de savoir, voilà, est-ce que, par exemple, là, j'ai montré l'importance des guerres comme élément qui aide à développer la state capacity en matière de lever l'impôt. Mais maintenant, j'aimerais regarder le côté investissement, parce que, OK, on lève l'impôt pour financer les guerres, mais peut-être qu'on ne construit rien de durable. Après tout, on pourrait dire, finalement, oui, les pays lèvent l'impôt pour payer les guerres, et quand les guerres sont terminées, voilà, on revient comme avant, et est-ce qu'il reste des choses, voilà. Alors, il reste quand même la capacité de taxer, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle reste après. Ça, c'est quelque chose qui dure. On a mis en place des institutions pour lever l'impôt et contrôler que le consentement, que les gens payent l'impôt. Donc ça reste. Mais on voudrait voir du côté de l'investissement.
Et donc, eh bien, en fait, on essaie de voir, par exemple, qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a eu Jules Ferry. Qu'est-ce qui fait qu'on a développé l'enseignement obligatoire? Et donc, eh bien, une vue qui était très dominante jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était de dire, en gros, c'est la démocratie qui a fait ça. C'est la démocratie qui est le facteur principal. C'est-à-dire que voilà, il y a eu des réformes démocratiques. On passe du Second Empire à la Troisième République. Voilà, et donc voilà, et dans d'autres pays aussi, les pays se démocratisent. Et donc, comme ils se démocratisent, eh ben, on fait l'éducation, c'est pour le plus grand nombre, puisque voilà, on démocratise. Alors, je vais expliquer tout à l'heure comment on explique l'émergence de la démocratie. Donc, pour le moment, je la prends comme donnée, mais on va revenir sur l'émergence de la démocratie. Mais il y a, par exemple, une autre chose qui s'est passée, ça a été la défaite de Sedan. En 70, il y a la défaite de Sedan. Et donc, qu'est-ce qui a fait Jules Ferry? Est-ce que c'est le fait qu'on est passé du Second Empire à la Troisième République, ou est-ce que c'est le fait qu'il y a eu Sedan? Mais peut-être aussi Sedan qui nous a fait passer, évidemment, à la Troisième République. Mais voilà, est-ce que c'est l'élément démocratique en lui-même, ou est-ce que c'est l'élément guerre, vous voyez? Alors, ce que je fais donc avec mes co-auteurs sur ce projet, j'utilise des données en panel, des données européennes, et puis après je rajoute d'autres pays, et on va montrer que l'éducation, et je m'intéresse beaucoup au taux de scolarisation dans le primaire. Et on montre que les taux de scolarisation dans le primaire, eh bien, sont tout à fait reliés aux menaces de guerre, d'accord? Donc je vais montrer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet direct de la démocratie, il est plutôt négatif. Il est négatif si je n'ai pas d'effort de guerre, mais il est positif si j'ai une menace de guerre. Vous voyez, donc la démocratie joue un rôle, mais elle joue un rôle en conjonction avec la menace de guerre. Alors ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, les sociétés plus cohésives ou moins cohésives. Vous pouvez penser à une société plus démocratique comme une société plus cohésive. Donc ça va dans le même sens que ce qui était dit avant, quelque part. Et après, je parlerai de l'émergence de la démocratie, qui vous montrera à nouveau le lien entre démocratie et côté cohésif de la société. D'accord ? Donc d'abord, je vais vous parler d'exemples. Il y a beaucoup plus d'exemples que je peux donner, mais je vais commencer à vous parler d'un exemple. C'est la France. Et bien, la France, en septembre 70, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Et le 26 février 1871, l'Allemagne prend le contrôle de l'Alsace et de la Lorraine. D'accord ? Donc, en 1870, eh bien, le système éducatif français, disons qu'il n'est pas génial, quoi. Voilà, en gros. Hein. Les écoles, c'est essentiellement privé. On fait école dans des boulangeries ou dans des églises où c'est le boulanger ou le charcutier du coin qui vient et c'est très bien. Et l'école est faite, c'est assez sympathique parce que tout le monde fait un peu l'école, quoi. Hein. Mais c'est pas, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que également, on parle beaucoup le patois. Moi, j'ai connu beaucoup le patois quand j'étais gamin. J'allais dans des endroits, c'est très sympa. La France, c'est très divers. Voilà, et donc c'était très sympathique, mais c'était un peu une tour de Babel, la France, faut bien se dire. Il y avait beaucoup de gens qui essentiellement parlaient le patois, quoi. Et voilà, et certains se sont dit, eh bien, Sedan, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire une armée moderne et gagner la prochaine fois, quoi, ou en tout cas ne pas perdre à nouveau. Et il y avait un gros problème, c'est que si on voulait former une armée de masse en France, bien, c'était une vraie tour de Babel, quoi. Donc l'école est venue en partie pour ça. C'était un grand débat que j'ai eu avec mon ami Jean Pisani, descendant direct, Pisani-Ferry, descendant direct de Jules. Je lui ai dit, bon, il y a le Jules Ferry de l'éducation, il y a le Jules Ferry de la colonisation. Bon, lui, il préfère dire, bon, celui de la colonisation, j'oublie, je garde le Jules Ferry de l'éducation, quoi. Mais je lui ai dit, en fait, c'est tout à fait cohérent, parce qu'il savait aussi que pour la colonisation, il fallait l'éducation. Il y a les deux vont ensemble. Les deux sont. Je ne fais pas du tout l'apologie de la colonisation. Hein. Mais Jules Ferry avait ses deux côtés, quoi. Voilà. Le descendant n'en garde qu'un seul. Voilà. Donc les réformes de Jules Ferry, on y arrive. Eh bien, en 81, école gratuite. En 82, eh bien, scolarisation obligatoire entre 6 et 13 ans. Chaque village qui a au moins 20 enfants d'âge scolarisé doivent avoir une école élémentaire.
etc. Et donc, voilà. Et surtout, il y a les programmes également. On dit, voilà, il va falloir... la géographie, c'était transformé. Géographie, histoire, dictée... on enlève la religion, évidemment, ça, on enlève. On fait instruction civique à la place, d'accord? Mais il y a l'idée, mais justement très important, c'est-à-dire que dans l'idée, la manière dont l'école a été faite, je ne sais pas si vous avez ressenti, moi je trouve que l'école était très bien, mais il y avait un côté un peu militaire dans nos écoles quand même. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est exactement pour les raisons que j'explique ici. C'est-à-dire qu'il fallait former des citoyens qui sachent lire, écrire, compter, qui sachent parler correctement, mais qui sachent aussi qui est le sens du patriotisme, qui sachent où est la France dans son histoire, sa géographie, etc. Et c'est tout ça qu'on apprend à l'école. C'est très important en soi, mais il y avait également un but, si vous voulez, de dire, voilà, on doit former des citoyens français qui ont des choses, qui peuvent se parler, travailler ensemble, se coordonner, etc. Et alors évidemment, le résultat des réformes a été que, eh bien, la scolarisation pour 10 000 habitants a augmenté. Donc les gens étaient pas mal scolarisés déjà, mais seulement mal scolarisés. Donc si on regarde juste le nombre, c'était pas... Ils savaient aussi... ils savaient lire, les gens savaient lire. Le problème en France, dans les écoles avant, c'est qu'on ne comprenait pas ce qu'on lisait, quoi. On vous apprenait à lire... Vous voyez, le catéchisme, par exemple, au hasard ou à autre chose, qui était très bien, mais en gros, c'était pour lire, quoi. C'était pas pour vraiment comprendre ce que vous étiez en train de lire, voilà. Donc, si vous voyez, là, ça vous choque pas tellement, mais en fait, c'est surtout qu'on a formé des gens beaucoup mieux, quoi. Et donc, c'est ça qui a été important. Alors, je passe maintenant à un autre exemple, c'est le Japon. Alors, le Japon, au XVIIe siècle, eh bien, c'était les shoguns qui dirigeaient le Japon, de la dynastie Tokugawa, et voilà. Et essentiellement, eh bien, l'éducation, c'était pour les samouraïs, et c'était Confucius, quoi. Vous voyez, donc voilà ce qu'on étudiait, quoi. Et donc, mais on ne faisait pas beaucoup de mathématiques, de physique, etc. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe au Japon ? En 1853, eh bien, on leur dit, eh bien, il faut maintenant commercer. Voilà. Et arrive Commodore Matthew Perry, et il leur met un ultimatum, il leur soumet un ultimatum, vous acceptez de commercer, ou bien c'est la guerre. Et à ce moment-là, en 1854, les bateaux de guerre américains arrivent dans les eaux japonaises, et finalement, ils contraignent les Japonais à signer le traité de Kanagawa en 1954. Voilà, donc les Japonais ont vraiment ressenti une faiblesse, voyez. Donc ils se sont dit, bon ben, voilà, il y a eu le débat au Japon entre ceux qui voulaient préserver, disons, l'étude des classiques, d'accord, et ceux qui ont compris qu'il fallait, eh bien, se mettre à jour et introduire, eh bien, les éléments de science, apprendre la science comme on l'apprend à l'Ouest, les mathématiques, la pensée rationnelle, etc., que ça devait faire partie du savoir transmis. Donc, il y a eu une crise politique au Japon et la restauration de la dynastie Meiji en 68, mais qui a été très engagée à la modernisation et la state building et l'éducation. Et donc, ils se sont mis à faire plein de réformes. Et les Meiji Education Reforms, ça a été, eh bien là, école obligatoire pour 4 ans en 72, aussi, évidemment, un curriculum national pour les professeurs. Et évidemment, au Japon, ça a été dramatique, parce que alors là, chez eux, le taux d'analphabétisme était gigantesque, quoi. C'est pas... Chez nous, les gens savaient lire. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient, mais au moins, ils lisaient. Là-bas, ils ne lisaient pas. Voilà. Donc là, tout d'un coup, d'abord, ils n'allaient pas à l'école, donc le enrollment augmente de manière... Elle part de presque 0 pour arriver à peu près les chiffres français. Le taux d'alphabétisation chez les hommes qui était passe de 35 à 75. Alors, chez les femmes, il n'était qu'à 8%. Vous vous rendez compte, 8% de femmes seulement étaient lettrées avant 1872 au Japon. C'est hallucinant, quoi. Hein. Et donc, ça a été très important, ces réformes. Il y a eu... et à nouveau, c'est vraiment d'avoir été soumis à une pression militaire, d'avoir été en sentiment de faiblesse et d'infériorité qui a poussé. Et j'ai d'autres exemples. Par exemple, l'Allemagne, la Prusse, la défaite d'Iéna a été très importante, parce qu'après la défaite d'Iéna, eh bien, on fait venir Humboldt.
Et Humboldt construit le système, il construit plein de choses, et en particulier le système scolaire et universitaire. Donc c'est très important. C'est souvent les batailles perdues conduisent à voilà. Alors évidemment, dans ce qu'on transmet, il y a le savoir lui-même. Hein, on vous apprend l'arithmétique, la lecture, mais également, on vous apprend la discipline. C'est quand même très important. Et ça fait beaucoup partie de l'éducation qu'on a reçue à l'école. Et puis, on vous apprend le sens de l'identité nationale et les valeurs patriotiques. Nous, l'étude dont je vais parler là ne distingue pas entre ces différents éléments. On prend l'école comme un tout qui donne tous ces éléments-là en même temps. D'accord ? Et donc là, on regarde 137 pays. Donc, l'Europe de l'Ouest entre 1830 et 2000, tous les autres pays entre 1960 et 2000. Et donc, on regarde d'abord, évidemment, on est intéressé à la scolarisation dans le primaire, dans cet article-là, d'accord ? Et à nouveau, le taux pour 10 000 habitants. Hein. La moyenne, c'est 1000, mais vous savez, on était toujours dans les 1100, 1200, etc., hein, quand on a, disons, vers les années 1880. Et puis, on regarde la scolarisation en fonction de donc l'équation qu'on estime, enfin je la montre vraiment, hein, c'est la scolarisation, hein, c'est le scolarisation, ce qu'on appelle scolarisation, en fonction de, alors je mets alpha 0 plus alpha 1 militaire, 1000 ça veut dire c'est-à-dire la menace de guerre, hein, démocratie. Et puis après, je regarde l'interaction entre démocratie et la menace de guerre. Okay ? Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je veux savoir, alors évidemment, la menace de guerre, comment je la mesure ? Alors là, il y a une manière de la mesurer, c'est de savoir est-ce que j'ai un rival stratégique au moment T. Et en fait, c'est à travers des revues, des journaux, des mots prononcés qu'on peut voir s'il y a d'autres, si en tout cas le pays perçoit qu'il est en danger. Donc on regarde la manière dont parlent les dirigeants du pays et est-ce qu'il y a beaucoup de fois, ou les journaux du pays, et voilà. Et on voit est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'il y a vraiment des sources de menaces, est-ce qu'il y a des pays hostiles, et c'est Thomson qui construit cet indice disons, de rivalité militaire, quoi, ou de menace militaire. Voilà. Donc, ça, on reprend tel qu'il est, d'accord ? Et alors, une autre manière de mesurer la menace militaire, c'est de regarder est-ce qu'il y a eu une guerre dans le passé. Voilà, donc, ou pas. Alors, c'est une autre façon de le faire, et on regarde cette manière-là également. Et la démocratie, on le mesure par toujours mon polity, c'est-à-dire c'est un indice composite qui inclut, est-ce qu'il y a des contraintes sur l'exécutif, est-ce que les élections sont concurrentielles et ouvertes ou pas, et voilà, il y a des mesures qui sont construites de démocratie qu'on utilise ici, d'accord ? Et voilà, donc ça, c'est simplement, je réécris en anglais ce que j'ai mis là. Donc ça, c'est la menace de guerre, threat, menace, démocratie, et l'interaction entre menace et démocratie, et puis différents contrôles, d'accord ? Voilà. Et voilà. Et donc, ce qu'on montre, c'est la chose suivante. On montre qu'en fait, les pays, d'abord, la menace de guerre, alors là, c'est quand je mesure la menace de guerre par cet indice basé sur les déclarations, les journaux, etc., d'accord ? Et l'autre, c'est quand je mesure la menace de guerre par les guerres passées. Mais vous voyez que je le fasse dans l'un ou dans l'autre, on voit d'abord un effet très fort de la menace de guerre ou la perception de la guerre, ou du perception de danger de la guerre, sur l'investissement en éducation. Donc ça, c'est le premier résultat. Vous voyez que quand je mets la menace de guerre, la démocratie sort en négatif. Mais en fait, l'effet total de la démocratie n'est pas négatif. C'est-à-dire que la démocratie joue en conjonction avec la menace de guerre. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi dans un moment. Donc, vous voyez, la démocratie, c'est pas en elle-même, c'est la conjonction de la démocratie et de la menace de guerre. Et ça fait beaucoup penser aux résultats que j'avais montrés tout à l'heure de cohésion de la société avec menace de guerre. C'est le cousin germain de ça, d'accord ? OK ? Je vais essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a donc voilà. Donc, est-ce que voilà. Donc, alors évidemment, on peut se dire, est-ce que vraiment la menace de guerre mesure vraiment une menace d'abord ? Est-ce que, par exemple, quand il y a menace, il y a effectivement plus de dépenses militaires ?
Et puis, est-ce que l'éducation sert vraiment à gagner des guerres? Donc ça, on a regardé. Donc par exemple, ici, on regarde à gauche l'effet de la military threat de la menace de guerre sur les dépenses militaires. Et évidemment, les menaces de guerre ou les guerres passées ont un effet très positif sur les dépenses militaires. Bon, c'est pas un scoop, mais on le vérifie quand même, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que, l'éducation affecte positivement, de manière significative, la probabilité de gagner une guerre dans les 10 prochaines années. Et nous, d'ailleurs, ça a marché. Je veux dire, c'était une horrible hécatombe, la Première Guerre mondiale. Mais enfin, on ne l'a pas perdue. Voilà. Je ne suis pas un grand fan de la Première Guerre mondiale. Je n'aurais pas... voilà. Mais bon. La démocratie, c'est pas clair qu'elle devrait avoir un effet positif ou négatif en elle-même. Vous voyez, parce que la démocratie, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, évidemment, une société plus cohésive. A priori, elle pourrait dire, en soi, c'est bien. Je veux investir davantage dans l'éducation et dans autre chose. Mais donc, si vous voulez, il y a l'idée de dire, c'est vrai que d'un côté, je suis plus démocratique, je veux investir plus dans l'éducation parce que je veux que plus de gens soient éduqués, mais d'un autre côté, des sociétés démocratiques sont aussi des sociétés, vous le savez, où l'horizon du politicien est plus courte. Donc, s'il fait des grands investissements, il n'en verra pas les bénéfices lui-même nécessairement. Ça peut être un élément qui limite qui fait que la démocratie peut être quelque chose qui va contre certains investissements. Parce qu'on se dit, finalement, le politicien, il préfère dire « je donne de l'argent demain pour gagner une élection » qu'investir dans des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, vous voyez, donc ce n'est pas absolument évident a priori, quoi. Donc voilà. Alors on peut décomposer la démocratie. On peut dire oui, mais votre mesure de démocratie, elle est un peu vague. Pourquoi vous ne décomposez pas entre, par exemple, le fait qu'il y ait des élections plus ou moins ouvertes et les contraintes sur l'exécutif? Donc ça, on le fait là. On dit par exemple ici, on voit que l'effet direct de contraintes sur l'exécutif négatif, mais par contre, c'est l'effet combiné avec la menace militaire qui est positif. Et la même chose sur le openness, c'est-à-dire sur le degré d'ouverture du processus électoral. Voilà. Si on a un système très ouvert électoral ou pas. C'est une autre mesure de démocratie. On voit qu'elles ont exactement la même chose. L'effet direct n'est pas bon, mais ce n'est bon que dans les pays avec rivalry importante sur l'éducation. Voilà. Donc c'est intéressant. On peut décomposer. Si on n'aime pas l'indice composite de démocratie, on peut prendre ces différents composants et les traiter un par un. Et on voit que la relation est semblable. D'accord. Alors après, on peut dire oui, mais il y a un problème de causalité. Vous nous avez montré des corrélations, c'est peut-être pas forcément des causalités. Alors on essaye d'instrumenter pour la menace militaire. Alors d'abord, une manière, c'est de regarder les guerres avant, mais il y a une autre manière, c'est de dire voilà, je vais instrumenter le fait que moi, j'ai beaucoup de menaces militaires par la menace militaire de mes voisins. Si je suis entouré de pays qui ont menaces militaires, ça les rend, eux, plus dangereux, qui, moi, me rend plus dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, plus guerrier, qui, moi, me rend plus guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je contrôle, j'instrumente mon degré de menace militaire par la menace militaire de mes voisins immédiats, qui va faire qu'eux vont réagir et qui donc va faire que ça, par ricochet, ça va créer une menace militaire chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça marche très très bien. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les instruments, les variables instrumentales. Donc d'abord, on voit vraiment qu'effectivement, ma menace militaire est très positivement corrélée avec la menace militaire du voisin, d'accord? Et deuxièmement, on montre que quand je remplace la menace militaire par disons quand je le fais enfin voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les techniques, mais quand je le fais instrumenter je le regrette là-dessus, instrumenté par la menace militaire des voisins, ça marche toujours très bien. L'effet direct est positif et l'effet combiné avec démocratie est positif. Voyez, donc ça, c'est une autre chose qu'on peut vouloir. Alors on peut dire, oui, mais ça pourrait être lié à l'urbanisation ou à l'industrialisation. Alors on dit, voilà, je vais contrôler pour l'industrialisation. C'est vrai que l'industrialisation, en elle-même, aide à un effet sur l'investissement en éducation, mais ça n'empêche pas du tout, ça n'efface pas l'effet de la rivalry, voilà. Et l'urbanisation, pareil, l'urbanisation est là, mais l'urbanisation
n'efface pas l'effet de la rivalry, parce que là ça sort négatif rivalry, parce que j'ai mis l'interaction de rivalry avec urbanisation. Mais l'urbanisation en soi n'enlève pas l'effet de la rivalry. Mais ce qui est intéressant, c'est que la rivalry et l'industrie, à la fois l'industrialisation et la rivalry, eux-mêmes ont un effet d'autant plus grand, eux-mêmes augmentent l'effet de la menace militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc... alors maintenant, quelle est l'explication de ça? L'explication, c'est la suivante. L'explication, pourquoi la démocratie interagit avec la menace militaire? C'est quand même intéressant de se poser la question. Alors l'explication que nous on donne, c'est la suivante. Supposons qu'il y ait deux groupes dans la société. Il y a moi, et sur qui je vais tomber aujourd'hui? Il y a moi voilà, et Céline, par exemple, qui est derrière, voilà. Donc, il y a moi et Céline, voilà. Donc, Céline, tu es le groupe de l'opposition. Moi, je suis la personne en place, d'accord? Et je dois gagner la guerre, quoi. Mais pour gagner la guerre, il faut que tous les deux, on fasse des efforts. Parce que si toi, tu ne te bats pas, on ne va pas gagner, quoi. Donc, j'ai besoin que tu te battes, d'accord? Et donc, ce que fait... Et alors moi, pour ça, je peux investir dans l'éducation. Pourquoi l'éducation va être bien? Parce que l'éducation va faire que ton effort et mon effort vont être plus efficaces. D'accord? Je dois investir dans l'effort, mais si j'investis en éducation, ce que je peux investir par ailleurs, tu vois, ça va faire que ton effort et mon effort seront plus efficaces. D'accord? Donc j'investis en éducation. Maintenant, si je n'ai pas de démocratie, même si j'investis en éducation, tu penses que les démocraties veut dire quoi? La démocratie, ça veut dire que d'abord, je ne resterai peut-être pas toujours. Peut-être demain, c'est Céline qui prend le pouvoir. Ou la démocratie, ça peut vouloir dire aussi qu'on partage le gâteau mieux entre nous. Donc c'est l'idée de la cohesiveness, c'est la même chose, c'est la même intuition que cohésive. Hein. On partage mieux le gâteau. Donc, s'il y a un système qui fait que Céline a une chance d'arriver au pouvoir elle-même, ou qu'on partage le gâteau déjà aujourd'hui mieux, d'accord? C'est relié en général. Eh bien, si j'investis dans l'éducation, Céline, du coup, elle va vraiment mettre l'effort pour gagner la guerre, parce qu'elle dit, si on gagne la guerre, et que, mettons que Simon, c'est le pays voisin, et que je gagne une guerre contre Simon, c'est triste, hein? Et du coup, ben voilà, on va augmenter, on va avoir un gâteau à se partager, hein? D'accord? Eh bien, c'est sûr que si on n'est plus démocratique, Céline se dit, moi, si j'investis dans gagner la guerre, il y aura quand même une partie pour moi, quoi. Tandis que si on est un pays non démocratique, Céline se dit, moi, pourquoi je vais faire la guerre? Puisque de toute façon, c'est Philippe qui va tout prendre pour lui. D'accord? Donc, quand on est dans un truc plus démocratique et que j'investis moins en éducation, je sais que quand on est dans des pays plus démocratiques, moi, j'ai plus d'incitation à investir dans l'éducation parce que je sais que Céline va en faire un meilleur usage parce que Céline anticipe, comme c'est démocratique, qu'elle aura une part du gâteau plus grande. Vous comprenez mon raisonnement? Mais vous êtes formidable. Qui veut que je reprenne le raisonnement? Levez la main. Non, mais vous êtes incroyable. Vous êtes formidable. Et ben voilà, donc c'est ça l'idée. Et c'est la même idée que la cohesiveness quelque part. La cohesiveness, ça veut dire est-ce qu'il y a la confiance? Est-ce que les autres groupes font confiance? J'investis dans différentes choses qui font gagner la guerre, ça a beaucoup moins d'effet quand j'ai pas une société cohésive. Et là, la démocratie est un engagement à être cohésif, mais je vais en parler tout à l'heure. Ça m'introduit à une idée que je vais développer de manière beaucoup plus systématique tout à l'heure. Donc je veux simplement dire, voilà, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, en étant plus démocratique, je rends crédible à Céline que l'effort qu'elle mettra à gagner la guerre grâce à l'éducation que j'ai donnée à elle et à tout le monde, eh bien, elle aura une part du gâteau de tout ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai return on investment, quoi, que j'ai un retour sur l'investissement dans l'éducation de Céline. Et c'est pour ça que, du coup, moi, qui suis pas du groupe d'opposition, j'investis plus dans l'éducation, y compris de Céline, parce que je sais que Céline va en faire un bon usage, parce qu'elle anticipe qu'elle aura une part du gâteau plus grande grâce à la démocratie. Vous voyez le raisonnement, comment ça marche? Je vous introduis à ce raisonnement parce que ça va nous conduire maintenant à expliquer l'émergence de la démocratie, et c'est tout à fait le même type de raisonnement. D'accord? Alors, donc ça explique pourquoi la menace militaire et démocratie interagissent positivement et sont complémentaires. Alors que, par exemple, il y a d'autres investissements, par exemple, sur les routes, vous voyez, investir dans les routes, ça peut avoir beaucoup d'effets, mais ça n'a pas le même effet qu'investir dans l'éducation, ben, que ça peut gagner une guerre ou pas. Vous voyez que là, il y a investir dans les routes, effectivement, la rivalry fait que vous investissez dans plein de choses, y compris dans les routes, seulement là, il n'y a pas d'interaction avec la démocratie, vous voyez. Il y a aussi state building, hein, on construit plus l'État, y compris les services publics, les routes, etc. Mais il n'y a pas l'histoire de démocratie que j'avais avec Céline, parce que ça n'est pas Céline particulièrement à gagner la guerre. Voilà.
Donc voilà, on peut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, une des questions qu'on peut poser, c'est que là, c'était les menaces de guerre. Mais maintenant, ce qui a remplacé les menaces de guerre, c'est les guerres économiques. Maintenant, nous, on doit investir, innover, etc., parce que la Chine nous rattrape. Donc maintenant, disons l'élément, moi je suis un optimiste, et je me dis, maintenant ce qui est sympa, c'est que, évidemment, s'il fallait, c'était très bien que Sedan ait donné Ferry, mais d'un autre côté, c'est embêtant qu'il faille un Sedan à chaque fois pour investir dans les services publics. Vous voyez, c'est un peu embêtant quand même. Donc peut-être que la concurrence économique peut jouer le même rôle que la variable 1000, que la rivalité militaire. Et donc ça, c'est une extension importante, c'est de dire, je crois que de plus en plus, et je crois que maintenant de plus en plus, il y a ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire qu'on compare ses performances économiques à celles des autres, et on dit, tiens, nous, la France, on est en train de tomber, il faut vraiment faire quelque chose, et que ça remplace, si vous voulez, eh bien, le rôle que jouaient les guerres avant. Voilà, donc ça, je pense que c'est voilà, parmi les choses qu'on peut regarder. Voilà, donc il est maintenant 15 heures, je vous donne 5 minutes, on se retrouve dans 5 minutes, parce que je vais vous parler de la démocratie, et je vous avais promis les taxes carbone. Donc là, non, je vais vous donner les taxes carbone. Voilà. Alors, je voudrais expliquer, donc là, j'ai essayé d'expliquer comment le pouvoir de taxer et comment l'investissement en éducation avait pu répondre, disons, aux menaces, disons, en menaces militaires. Mais c'est vrai que quand j'ai réconcilié les deux papiers dont j'ai parlé sur la menace militaire, c'est que tout ce que j'ai fait sur la démocratie, sur l'éducation, ça porte sur la période après le changement technologique dont parlent Vogt et Genaioli, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils ont regardé avant et après, quoi. Mais l'éducation, c'est la période après, quoi. On est dans une période déjà où, pour gagner la guerre, il faut dépenser plus, avoir des gens mieux éduqués, etc. D'accord? Donc, s'il y avait eu... La réponse à la guerre n'aurait pas du tout été la même, elle n'a pas été la même. La France a fait face à des guerres avant, mais c'est au XIXe siècle qu'elle a compris que là, avec le type de guerre à laquelle elle faisait face, il fallait vraiment faire un effort éducatif important. Donc voilà, et ça n'aurait pas été vrai si c'était 3 siècles avant, ou 4 siècles avant. Voilà. Donc j'ai montré, disons, le rôle, comment ont émergé, enfin, des mécanismes qui ont fait émerger les États, et à la fois du côté capacité de lever l'impôt et également capacité d'investir dans les biens publics, d'accord? Et reliant à la menace militaire, mais à la menace militaire moderne, je dirais, et interagit avec un indice de cohésion, qui soit de démocratie, de cohésion interne, voilà. Donc c'est en gros, la rivalité militaire moderne joue un rôle important, d'autant plus dans des États plus démocratiques ou plus cohésifs, etc. D'accord? Et je vous ai montré le raisonnement. Je vous ai expliqué, voilà, un raisonnement, donc, qui tient debout pour expliquer pourquoi il y a cette interaction positive. Moi, ce que j'aimerais maintenant, donc je voudrais montrer, j'ai traité la démocratie comme un peu une boîte noire, comme quelque chose qui est donné. Et en fait, la démocratie elle-même a évolué, d'accord? Elle n'est pas venue comme ça, la démocratie, d'accord? Donc, je vais essayer un peu de vous donner quelques éléments pour réfléchir. Évidemment, à chaque fois, je fais ça par petites touches, parce que chaque sujet que je traite nécessiterait plus d'un cours en lui-même, mais je veux juste vous donner des petits raisonnements, des petits aperçus pour essayer de comprendre l'évolution des démocraties. D'abord, regardez ce diagramme. Voilà. Donc ça, si je regarde à différentes époques, les pays en démocratie et les pays en autocratie, et vous voyez qu'il n'y avait pratiquement aucun pays démocratique en 1900. Quoi. Vous voyez, et maintenant, il y a plus de démocratie que d'autocratie. Vous voyez, donc c'est quand même... voilà. Donc, vous avez... Alors, il y a eu différentes étapes de démocratisation. Alors, je sais bien que maintenant, il y a des retours, il y a un peu des retours en arrière, malheureusement. Là, c'est une vision très angélique de l'histoire, parce que malheureusement, malheureusement, il y a des choses qui se passent récemment qui ne sont pas dans la bonne direction. Naissance de nombreuses démocraties à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne, la Pologne, l'Autriche deviennent, en tout cas, pendant un petit moment, démocratiques, évidemment plus ou moins longtemps. Ces jeunes démocraties sont devenues des autocraties dans les années 30. Donc vous avez évidemment des transitions, c'est compliqué parce que la transition vers la démocratie n'est pas du tout linéaire, elle se fait avec des pas en avant et des pas en arrière tout le temps, d'accord ?
Alors, mais il y a quand même des étapes. Il y a la Première Guerre mondiale. Ensuite, vous avez la chute du rideau de fer également qui augmente le nombre de démocraties. Et puis, vous avez la démocratisation en Amérique latine qui est importante, qui vient aussi en grande partie avec la fin de la guerre froide. Donc voilà, on peut regarder un petit peu vous voyez, ça c'est les parts de population, de population mondiale sous différents régimes. Et vous voyez, au début du XIXe siècle, vous voyez, tout le monde, personne ne vit en démocratie. Vous voyez maintenant, vous voyez, la démocratie c'est ce qui est en vert. Et après vous avez open, des autocraties plus ouvertes, plus fermées. Etc., etc. Donc plus on monte, plus évidemment, moins c'est démocratique, d'accord ? Donc au XIXe siècle, la majeure partie de la population mondiale vit dans des empires coloniaux, des autocraties ou des anocraties. Depuis la fin du XIXe siècle, la part de la population mondiale vivant dans des démocraties a connu une tendance à la hausse, à l'exception des années 30 et de la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu stagnation. La population considérée comme vivant dans un régime autocratique, de nos jours, est constituée à 5%, à 4/5 de Chinois, voilà. Donc, voilà. Alors, ceci dit, c'est une autocratie intéressante, la Chine, parce que c'est ce qu'on appelle une sélectocratie. Et, enfin, encore, c'est peut-être moins maintenant qu'avant. Disons que jusqu'à récemment, il y avait une certaine démocratie au sein du bureau politique, je pense. C'est ça, c'est une démocratie à 10 personnes, quoi. Mais bon, je ne dis pas que c'est la même chose que... Mais je ne vais pas parler de... Non, c'est intéressant, cette histoire de sélectocratie. Je mettrai peut-être sur la page web du cours un article sur la sélectocratie. C'est intéressant de savoir comment fonctionne le système chinois. Comment a évolué l'accès au droit de vote dans le monde depuis 1800 ? La part de la population ayant le droit de vote, souvent nulle en 1800. Quelques exceptions, France, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Pays-Bas. D'accord ? Voilà. Et alors ensuite, on change. Vous voyez, regardez là, c'est ce qui est... Vous voyez, donc plus on est blanc, moins il y a de vote, de droit de vote. Mais vous voyez, ça... Donc les États-Unis, évidemment, sont très avant-garde. Hein. Sauf évidemment pour les esclaves. Mais il ne faut jamais oublier quand même. Hein. Bah oui, on oublie, hein. Ouais. Petit détail. Voilà, et vous voyez, regardez, en 1850, voilà, il y a augmentation de la population ayant le droit de vote en Europe, en Amérique. Et puis, la tendance continue au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord en particulier. Vous voyez, là, en 1950, hausse de la part de la population ayant le droit de vote entre 1900 et 1950, en Europe et en Amérique du Nord. Le droit de vote des femmes a été très important. C'est incroyable qu'en France, il fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour le droit de vote aux femmes. Moi, j'ai une histoire dont j'ai honte de parler, j'en parlerai pas, de famille. J'ai honte. Non, je ne peux pas la dire parce que je suis filmé, malheureusement. Je ne peux pas faire ça à ma famille. Forte progression également en Asie avec le début de la décolonisation, un petit peu. Et puis, alors après, là, en 1980, hausse de la part de la population ayant le droit de vote en Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique du Sud, la décolonisation qui continue. Et là, évidemment, c'est la chute du communisme, évidemment, qui complète le vert foncé, d'accord ? Donc, vous voyez toutes les étapes. Donc là, ça a plutôt l'air sympa comme image de démocratisation du monde, d'accord ? Voilà. Alors maintenant, si on se concentre sur la France, les États-Unis et le Royaume-Uni, extension du droit de vote progressive au Royaume-Uni entre 1800 et 1920. Vous voyez, le Royaume-Uni, c'est toujours... Vous voyez, la différence entre le Royaume-Uni et nous, c'est que le Royaume-Uni, en général, c'est plus progressif que nous. Eux, ils font plus progressivement, et nous, bang, vous voyez, voilà. Nous, c'est toujours en général qu'on fait ça de manière plus... Alors, la Révolution française, c'est plutôt pas mal, on est parti pas mal, et puis après, on chute avec la Restauration, on stagne avec la Troisième République, et puis il y a le droit de vote des femmes après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'est ça un peu nos étapes. Voilà. Alors là, on essaie de comprendre pourquoi il y a eu... pourquoi finalement on a étendu le droit de vote. Voilà. Donc, mes collègues Acemoglu et Robinson, dans un papier qui est très important en économie politique, proposent un modèle théorique permettant d'expliquer l'extension progressive du droit de vote au Royaume-Uni entre 1820 et 1920. Et la force motrice de cette extension, et vous voyez, ça a des parentés avec le raisonnement que j'ai fait avec Céline tout à l'heure. Vous voyez ? Donc, donc c'est très dans les mêmes esprits.
c'est la force motrice de cette extension, c'est plutôt le contraire, eux sont venus avant, donc c'est mon raisonnement avec Céline qui est dans l'esprit de ça. C'est la crainte de la révolution par les élites, d'accord? Donc, je vais devenir plus précis, vous donner le raisonnement très simplement. D'abord, le 19e siècle est une période de réforme politique fondamentale et de changements sans précédent en matière de fiscalité et de redistribution. Donc là, je pense à la Grande-Bretagne. On passe d'un pays dirigé par une oligarchie au début du 19e siècle à une démocratie au début du 20e. En 1832, vous avez l'extension du droit de vote aux hommes adultes qui louent des terres au-delà d'un certain seuil. 1867, vous avez extension du droit de vote aux hommes des zones urbaines, habitant les zones urbaines ayant une propriété immobilière. En 1884, extension de la condition de propriété immobilière aux campagnes. Donc, vous avez des propriétés dans les campagnes, eh bien, vous avez le droit de vote. Donc, 60% des hommes peuvent voter, mais les femmes ne peuvent pas encore voter. En 1919, tous les hommes âgés de 21 ans et plus ont le droit de vote, ainsi que les femmes de plus de 30 ans. C'est incroyable, hein, quand même. C'est hallucinant, des trucs comme ça, non? Voilà. Donc ça vous montre un peu toutes les étapes, et à chaque fois, évidemment, je monte, évidemment. Chaque fois, je monte, vous voyez? Comme ça que j'ai ma courbe en escalier, vous voyez? D'accord? Alors, pourquoi ces extensions successives du droit de vote au cours du XXe siècle? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Parce qu'en général, on voit que l'extension du droit de vote, effectivement, ça va donner lieu à de la redistribution, d'accord? Donc on se demande pourquoi l'élite, est-ce que l'élite est masochiste? Pourquoi l'élite va donner le droit de vote pour qu'ensuite les gens votent pour la redistribution, d'accord? Et donc, là, voilà la réponse. Et elle est très dans l'esprit du raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. C'est que, en fait, je veux dire, voilà, j'ai peur d'une révolution. Donc j'ai l'élite, là, c'est pas tellement gagner une guerre, c'est que j'ai peur qu'il y ait une révolution. Donc, pour calmer la révolution, je dis, voilà. Donc Céline, elle veut prendre le pouvoir. Hein, toujours Céline, hein, voilà, là, terrible, hein, terrible. Bon, alors, là, elle veut vraiment faire la révolution. Tout à l'heure, elle était juste un groupe d'opposition, j'avais peur qu'elle n'investisse pas assez en éducation, elle ne fasse pas assez d'efforts pour gagner la guerre, mais là, elle peut faire pire, elle peut vouloir vraiment, tu vois, vraiment, faire des... Et donc, j'ai dit, voilà, Céline, je vais redistribuer, d'accord, pour t'empêcher, te décourager de faire la révolution. Mais tu peux me dire... Non, mais tu me racontes des bobards, tu me racontes des blagues, je ne te crois pas. Alors, pour rendre crédible ma promesse que je redistribue et que ça ne va pas être remis en cause demain, en même temps, je te donne un droit de vote. Donc, si jamais ma promesse n'est pas remplie, tu peux te débarrasser de moi. D'accord? Et donc, comme je me soumets au vote, vous voyez, de manière à rendre crédible une redistribution qui m'évite la révolution. Vous comprenez le raisonnement? Qui ne comprend pas le raisonnement? Qui veut lever la main? Il n'y a aucune honte. Moi, je ne comprenais jamais rien. Je levais toujours la main. D'accord? Donc, Céline va faire la révolution. Je dis à Céline, non, pas de révolution. Je redistribue. Elle me dit, parole, d'accord? Et je lui ai dit, non, pas parole, parce que je te donne la démocratie. Donc, si jamais les actes ne suivent pas mes paroles, tu peux mettre ton bulletin de vote. Et c'est comme ça que je rends crédible ma redistribution. Et du coup, comme je la rends crédible, Céline ne fait pas la révolution. Vous voyez? C'est ça l'idée, d'accord? Donc, une simple promesse de redistribution de la part de l'élite n'aurait pas été crédible. L'extension du droit de vote apporte cette crédibilité à la promesse de réduction des inégalités. C'est donc la menace anticipée par les élites d'une révolution qui conduit à une extension pacifique du droit de vote. C'est ça leur chose. Donc voilà, donc ils essayent de... Donc cette idée a été testée empiriquement. Et par exemple, il y a donc voilà, ces auteurs-là qui ont regardé, ils ont regardé les pays européens sur la période 1820-1938, d'accord? Alors on mesure l'extension du droit de vote comme la part de la population ayant le droit de voter aux élections nationales de la chambre inférieure, donc chez nous de la Chambre des députés, l'Assemblée nationale. Ayant le droit de vote, avant le droit de vote des femmes, le groupe de référence est constitué de tous les hommes en âge de voter, après de tous les citoyens, hommes et femmes en âge de voter. Donc cette mesure quantifie sur une échelle de 0 à 100 l'impact du revenu de la possession des biens sur le droit de vote, indépendamment de l'effet de droit de vote des femmes. D'accord? Donc voilà.
Et donc, d'un côté, on veut dire, voilà, donc on veut en gros faire toujours une régression. Donc, je veux regarder en quoi, je vais la faire là, en quoi le droit de vote, donc l'accès au vote, dépend menace de révolution. Et d'autres choses. D'accord ? Alors, la menace de révolution, alors elle repose sur l'idée sur laquelle les événements révolutionnaires se diffusent entre pays. Donc voilà, événements durant lesquels, pendant au moins un mois, au moins 2 blocs de personnes soutenues par la force armée et bénéficiant d'un soutien d'une partie substantielle de la population ont exercé un contrôle sur des segments importants de l'organisation de l'État. Toute ressemblance avec des situations que vous voyez à la télévision sont totalement, purement en coïncidence. Exclusion des cas de coup d'État et de guerre civile. On n'y est pas encore, voilà. Donc voilà. Alors c'est intéressant parce que, eh bien, on voit. D'abord, on peut regarder en fait ce qu'on fait un peu ce qu'on appelle de la statistique descriptive. On peut dire voilà, là je mets quand est-ce qu'on a étendu la franchise. Donc on dit extend the franchise, c'est étendre le droit de vote. En anglais, on dit extend the franchise, d'accord ? Et les événements révolutionnaires. Et on voit en général qu'il y a des coïncidences. Par exemple, en 1848, c'est un peu le printemps des peuples. France, Autriche, Allemagne, Hongrie, Italie. En 1870-71, les communes de Paris. En 1917, la Révolution d'octobre. Donc tous ces événements sont là. Et on voit si les événements conduisent à des extensions ou à des contractions. Voilà. Et donc, on peut regarder pour les différents pays. Je pourrais aller en détail sur chacun des événements. Je ne le ferai pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, je vais construire des indicateurs de menaces de révolution par diffusion à partir de ces données. Donc ce que je vais faire, c'est que je regarde, en fait, des menaces de révolution, des événements révolutionnaires qui ont lieu dans des pays voisins. Donc voilà, je regarde d'autres pays que moi. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, je regarde le rivalry, j'instrumentais par la rivalry des voisins. C'est la même idée là. J'instrumente par la révolution chez les voisins, d'accord ? Donc je regarde si est-ce qu'il y a eu des événements ailleurs, voilà. Et l'idée étant que s'il y a eu des événements ailleurs, ça peut donner des idées à Céline. Si dans le pays d'à côté, il y a eu des événements révolutionnaires, Céline tout d'un coup regarde et dit tiens, pourquoi je ne fais pas pareil chez moi ? Voilà, d'accord. Donc voilà, alors on peut mettre des poids égaux à tous les pays, ou on peut dire qu'on met plus de poids aux pays qui sont proches qu'aux pays qui sont loin. Alors après, on peut s'amuser sur les poids qu'on donne. Peut-être qu'un pays qui est à l'autre bout de la Terre, je ne donne pas beaucoup de poids, mais les pays limitrophes, je donne plus de poids. Donc il y a différentes manières de construire ces indices. Et voilà, on peut donner ça on peut donner des poids de distance, on peut donner des poids en matière de similarité linguistique aussi, on peut dire je donne plus de poids à des pays qui parlent ou la même langue que moi ou des langues que je peux comprendre, d'accord, etc., etc. Et je construis ce fameux indicateur de menace de révolution, d'accord. Donc voilà, donc il y a toutes les manières de la construire. Et voilà, on regarde suffrage. Et ben voilà, alors là, regardez, c'est ce que j'avais dit là. Suffrage, c'est mon accès au vote. Je le fais dépendre du suffrage à la période précédente, j'avais oublié de le mettre, plus, voilà, ça c'est ma menace de révolution, d'accord, plus d'autres choses, d'accord. Voilà. Et voyez, ce qu'on voit, c'est que dans toutes les spécifications, on peut contrôler pour l'urbanisation, pour plein de choses, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que partout, eh bien, quelle que soit la manière dont je spécifie ma variable TR, quels que soient les poids, la manière dont je construis les poids que je donne aux différents pays, selon la distance ou selon la similarité linguistique, etc., eh bien, on voit que, eh bien, il y a un effet tout à fait, le alpha 1, là, il est positif significatif. Il y a un effet tout à fait positif significatif de la menace de révolution sur les suffrages. Voilà. Donc, l'effet à court terme d'un événement révolutionnaire supplémentaire quelque part en Europe est d'accroître la part de la population ayant le droit de vote d'environ 2 points de pourcentage. Donc ça, c'est quand même... voilà. Et les estimations sont très stables, quelle que soit la spécification. Donc voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, on peut dire, voilà, quelles sont les conséquences de l'extension du droit de vote dans la société en matière de politique publique, en matière d'inégalité. Eh bien, en Grande-Bretagne, il y a eu réforme de la fonction publique, la rendant accessible au grand public, modification du Code du travail en faveur des employés. On en avait parlé, on a parlé de certaines de ces réformes. Mise en place d'une assurance maladie, d'une assurance chômage, d'un salaire minimum. Enseignement universel et gratuit en 1891. Scolarité obligatoire. Alors là, évidemment, avec cette approche, on dit que c'est la démocratie qui a créé l'éducation. Là,
à mon avis, voilà, on sait que c'est plus compliqué, là, d'accord? Là, vous pouvez vous-même dire, là, c'est plus complexe que ça. Voilà. En France, là, il y a eu la scolarisation, mais là, à nouveau, on sait que ce n'est pas directement la démocratie, c'est la démocratie avec la menace de guerre qui a été utile, d'accord? Et donc ça a été utile finalement pour la démocratisation en France de l'éducation, c'est qu'il y ait eu Sedan suivi du passage à la Troisième République, quoi. Les deux ont été importants, quoi. D'accord? Et voilà, donc voilà. Donc la théorie est très intéressante parce qu'elle suggère, vous savez, il y a cette fameuse courbe de Kuznets. On dit en gros, Kuznets avait cette idée que si on regarde un pays, on regarde les inégalités dans un pays au cours du temps, eh bien, on peut dire que quand un pays se développe, au début, les inégalités augmentent, parce que lui avait l'idée, Kuznets, qu'on passait d'une économie rurale à une économie urbaine. Donc au début, mettons qu'on est tous paysans à Tierceville, voir si Badi est là, et donc, elle va dire, me suit, tout bien. Et on est tous paysans là-bas, et à un moment donné, quelqu'un peut aller à la ville à côté, à Gisors, travailler dans une industrie et gagner un peu plus. Donc au début, il n'y a pas des jobs pour tout le monde. Donc au début de l'industrialisation, les inégalités augmentent. Mais après, il y a de plus en plus d'industries à Gisors, et donc de plus en plus de gens vont à Gisors, et du coup, la valeur du travail marginal sur la terre augmente, alors qu'au contraire, il y a des phénomènes de congestion à Gisors, et ça tend à réduire les inégalités. Donc il y a cette vision qu'avait Kuznets, c'est que la transition d'une économie rurale à une économie urbaine se traduisait d'abord par une augmentation des inégalités et ensuite par une baisse des inégalités. D'accord ? Donc, si on suit cette logique, maintenant on sait que nous, les inégalités ont augmenté beaucoup dernièrement, donc on sait que la théorie de Kuznets... En fait, la théorie de Kuznets, elle est intéressante parce qu'il y a eu... on a cru qu'elle était plus valable depuis 1980, parce qu'on s'est dit, regardez, dans les pays développés, les inégalités seront remises à augmenter. Et bien, moi, mon raisonnement, c'est de dire que Kuznets avait raison, mais pas simplement en transition d'une société rurale à une société urbaine. C'était simplement quand il y a ce qu'on appelle une nouvelle grande technologie, comme par exemple l'Internet, eh bien, c'est comme faire la transition de l'économie rurale à l'économie urbaine. Au début, tout le monde n'y va pas, et puis il y a ceux qui s'adaptent, ceux qui ne s'adaptent pas, aussi ceux qui ont l'éducation qui s'y adaptent mieux, et donc ça augmente, en tout cas au début, beaucoup les inégalités, puis après moins. Et en fait, je pense que Kuznets a raison, mais seulement le raisonnement de Kuznets, il ne faut pas juste l'appliquer à la transition d'une économie rurale à une économie urbaine. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle une technologie générique nouvelle qui se met en place, il se passe le même phénomène que disait Kuznets pour la transition du rural à l'urbain. Mais je ferme la parenthèse. Simplement là, je vous dis, voilà, ça c'est l'Angleterre, ça c'est le Gini. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du Gini, qui est une manière de mesurer l'écart à l'égalité globale. Et c'est l'écart à l'égalité globale en Grande-Bretagne, d'accord ? Et vous voyez qu'elle se met à augmenter beaucoup, mais qu'elle diminue à partir de ce moment-là. Et en fait, donc leur idée, c'est de dire, ben voilà, en gros, les inégalités commencent beaucoup à augmenter avec la révolution industrielle. Voilà. Donc il y a l'industrialisation en Angleterre, les inégalités augmentent énormément, et donc des Célines se développent, quoi. De plus en plus de Célines se développent qui disent, allez, non, révolution, on n'en peut plus, etc. D'accord ? Donc à ce moment-là, on va vous donner la démocratie. Donc, une extension du droit de vote par l'élite, et les nouveaux votants, les Célines qui peuvent voter maintenant, votent pour des partis en faveur de la redistribution, qui alors diminue le niveau d'inégalité. Vous voyez, ils essaient d'expliquer ça comme ça. Ils disent, voilà, l'industrialisation au début, les inégalités augmentent beaucoup, donc les gens menacent de révolution, et pour calmer la menace, on étend le droit de vote. Mais comme évidemment on a étendu le droit de vote, les gens votent pour de la redistribution, et ça fait baisser les inégalités. Vous voyez mon raisonnement là ? Mais vous êtes extraordinaire. Vous suivez mon raisonnement là ? Non ? Oui ? Chapeau. Voilà, je le refais une autre fois. Non, je ne veux pas. Bon, alors voilà. Donc, le sommet de la courbe de Kuznets devrait coïncider avec l'extension du droit de vote. Dans le cas du Royaume-Uni, cette contemporanéité semble vérifiée. Voilà. Donc, en résumé, Acemoglu-Robinson insiste sur le rôle de la menace de révolution pour expliquer l'extension du droit de vote par les élites. D'après eux, les extensions du droit de vote ne sont volontaires qu'en apparence, car mises en œuvre sous la menace d'un renversement de l'ordre existant. Maintenant, il y a d'autres explications qui ont été mises en valeur. Les Lumières, la concurrence entre partis politiques, l'essor de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il en est de ces explications-là ? Alors, essayons de les regarder une par une, d'accord ? D'abord, les Lumières. Bon, voilà, par exemple, le droit de vote accordé aux femmes en Grande-Bretagne semble être
entre 1919 et 1928 semble être principalement la conséquence d'une évolution des mentalités. Hein, d'accord, même si le mouvement des suffragettes organisait des manifestations, elle ne semblait pas constituer menace de révolution. Tout le monde a vu Mary Poppins, c'est la scène du début, etc. Je ne vais pas vous la chanter. Bon, transposée au XIXe siècle, cette idée pourrait conduire à penser que les Lumières ont peut-être rendu plus difficile pour l'élite de concevoir une société dans laquelle une grande partie de la population n'aurait aucune représentation juste et équitable. Donc voilà, la première idée, c'est est-ce que les Lumières, ça a joué un rôle, quoi. Donc il y a un autre article dans le Quarterly Journal of Economics, c'était un top 5, hein, je ne m'autoriserai pas à vous donner mauvais papier. Donc l'idée c'est de dire, eh bien, les élites se disputent un nombre limité de voix en fournissant des biens privés aux rares électeurs plutôt que des biens publics socialement utiles. Donc c'est ce qui pratique le clientélisme. Mais une majorité au sein de l'élite observe un déficit dans l'offre de biens publics et les problèmes sociaux que cela engendre. Elle voit dans l'extension du pouvoir de vote une possibilité de mettre ce problème au cœur des préoccupations. Elle décide de se lier les mains. Mais ça, c'est quand même très lié à l'explication précédente. Est-ce que vraiment on peut dire que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment les Lumières en tant que telles, ou est-ce que c'est vraiment le mécanisme que j'ai décrit tout à l'heure, qui était la peur de la Révolution, et donc je m'engage en étendant le droit de vote. Si c'était vraiment les Lumières, vous voyez, les écrits de Rousseau se sont largement diffusés en Europe à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, alors que le mouvement d'extension du vote intervient plutôt durant la seconde partie du XIXe siècle. Le timing aussi de l'extension du droit de vote semble davantage coïncider avec l'industrialisation, la hausse des inégalités et la montée des troubles politiques avec la diffusion des Lumières. L'extension du droit de vote semble davantage avoir été imposée à l'élite plutôt que choisie volontairement par elle, comme le suggérerait l'approche des Lumières. D'accord ? Donc, l'approche des Lumières, c'est-à-dire l'élite, elle est pénétrée par l'idée des Lumières, elle pense du coup que c'est bien de le faire parce que c'est bien de le faire. Et là, en termes de timing, c'est pas très convaincant. Voilà. Donc, une autre explication, c'est la concurrence entre partis politiques. Selon cette approche, les hommes politiques cherchent avant tout à conserver le pouvoir, et donc, eh bien, simplement pour gagner les élections, on promet un assouplissement des conditions de vote. Par exemple, en 1966, le gouvernement libéral propose un assouplissement des conditions de propriété pour accéder au droit de vote. La mesure est rejetée par une coalition de conservateurs. Les conservateurs récupèrent le pouvoir et proposent eux-mêmes une extension du droit de vote encore plus importante que celle initialement proposée par les libéraux. Et on peut penser que ce revirement est basé sur l'idée qu'introduire l'extension du droit de vote incitera de nouveaux votants à voter pour les conservateurs. Mais est-ce que c'est pour ça ou pour empêcher une révolution ? Alors est-ce que c'est simplement un truc électoraliste, c'est-à-dire de dire, eh ben moi voilà, j'ai gagné l'élection, et pour être... Mais c'est quand même un raisonnement très proche des autres, c'est quand même, je veux montrer que je suis crédible. Mais là, l'idée, c'est vraiment celle de la concurrence, c'est pas vraiment pour empêcher une révolution, c'est pour gagner des électeurs. Mais c'est quand même très proche comme raisonnement, c'est quand même de dire, Céline, peut-être qu'elle va pas faire une révolution, mais je veux qu'elle vote pour moi. Donc je veux être crédible vis-à-vis de Céline, et j'étends le droit de vote à Céline. Voilà, donc c'est quand même très proche de l'explication initiale. Voilà. Donc, tu vois, mais est-ce que c'est purement un jeu politique indépendant de menaces de révolution ? Acemoglu Robinson disent non, parce que les conservateurs ont immédiatement perdu l'élection de 1868 après avoir attendu le droit de vote. Donc, si la stratégie visait à gagner des élections, ça a été un échec. Ceci dit, ça, on sait que cet argument, nous, on sait depuis 1997 que c'est un argument un peu fallacieux, parce que des fois, on croit qu'on gagne et puis on perd. Hein. Donc, ça, je suis moyennement convaincu. Et ils argumentent également que les deux partis considéraient l'extension du droit de vote comme inévitable en raison de la pression sociale croissante, conformément à leur théorie. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus vrai. C'est que les deux partis, l'un comme l'autre, étaient confrontés à une pression croissante, à une peur croissante de conflits sociaux, et que donc, peut-être que maintenant, ça a été exacerbé par la concurrence politique. C'est-à-dire que, mais eux disent, il se peut que la concurrence politique exacerbe notre effet, mais notre effet est expliqué principalement par le fait que je veux éviter des menaces de troubles et du coup, je veux être crédible dans mes politiques. Et pour être crédible dans mes politiques, j'étends le droit de vote. Maintenant, que la concurrence politique exacerbe cet effet, c'est une chose, mais la concurrence politique ne peut pas être l'explication première de cet effet. Voilà, d'accord ? Et alors, il y a le dernier qui, évidemment, vous avez tous entendu parler, c'est l'essor de la classe moyenne. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est les incitations économiques qui sont le moteur de l'extension du droit de vote. Les classes moyennes, élargissent le droit de vote aux classes défavorisées parce qu'elles réalisent qu'en incluant les classes défavorisées, elles modifient l'équilibre des pouvoirs en leur faveur. Voilà. Donc, il se peut, par exemple, de dire, voilà, moi,
si les classes défavorisées n'ont pas le droit de vote, la classe moyenne est au pouvoir avec une probabilité P. Si la classe défavorisée a un droit de vote, elle est au pouvoir avec une probabilité PL, la classe moyenne avec une probabilité PM, et donc la classe favorisée a beaucoup moins de chances d'arriver. Et si les classes moyennes ont une préférence pour davantage de redistribution, comme les classes défavorisées, eh bien, elles peuvent dire, bon, peut-être que je n'ai pas toutes mes préférences, que même si c'est un représentant de la classe défavorisée qui arrive, c'est pas exactement ce que je veux, mais si j'ai suffisamment de préférences pour la redistribution, je peux vouloir quand même inclure les représentants de la classe défavorisée, parce qu'au moins sur cet aspect-là, qui nous est commun, on a plus de chances de gagner. Donc, voilà, donc ça mais cette théorie ne semble pas non plus totalement validée par les faits. Il semble y avoir assez peu de preuves en Grande-Bretagne que les classes moyennes, à l'exception de quelques députés élus dans les grandes villes, aient voulu permettre aux classes populaires de voter. Enfin, l'hypothèse centrale de cette théorie, selon laquelle les classes moyennes seraient pro-redistribution, ne semble pas vérifiée. Lorelco, un dirigeant libéral, l'extension du droit de vote reviendrait à confier le pays aux syndicats et à la règle du plus grand nombre, permettant aux pauvres d'imposer les riches. En tout cas, en Angleterre, ça ne semble pas avoir été un élément majeur de l'extension du droit de vote. Voilà. Maintenant, il se peut qu'il y ait quand même une volonté, il y a quand même quelque chose qui dit les classes moyennes, elles se développent, elles veulent quand même accéder à la démocratie, elles considèrent que la démocratie est quand même un bien important. Moi, je crois quand même que ce n'est pas une hypothèse à écarter. Je pense que c'est un élément important. Je crois qu'avec le développement, au début, on veut pouvoir se nourrir, on veut pouvoir accéder aux biens de base, mais je crois quand même qu'à un moment donné, on valorise plus la démocratie, et je crois qu'il y a quand même beaucoup de vrai dans l'argument de la classe moyenne. Mais ça, je pense pas qu'ils rendent justice à l'argument de la classe moyenne ici. Voilà. Donc, en gros, voilà, eux ont donné cette explication en termes de menaces de révolution. Ils les ont comparées à 3 autres explications. Disons qu'ils n'ont pas, à mon avis, donné je pense pas que la critique sur l'explication par l'essor de la classe moyenne soit tout à fait juste. Voilà, je pense que là, moi, je pense personnellement qu'il y a beaucoup d'importance. Voilà, on voit beaucoup de pays. La Corée s'est développée. À un moment donné, la démocratie est arrivée en Corée. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on avait peur d'une révolution en Corée ou parce qu'il y avait toute une classe qui souhaitait accéder à la démocratie? Même, on peut voir même Gorbatchev comme ça. Gorbatchev, ça avait toute une classe en URSS qui voulait accéder à plus de liberté, plus de démocratie. Et c'est pas venu d'en bas en Russie, c'est venu de la nomenclatura. C'est la nomenclatura qui a fait la perestroïka. C'est pas venu d'en bas. Donc, je ne suis pas totalement... Et c'est pas parce qu'il y avait une menace de révolution en URSS que c'est venu. Donc, je pense que l'essor de la classe moyenne, à mon avis, une explication qui mérite plus que ce qu'elle reçoit là, voilà, personnellement. Voilà. Donc, il me reste... il est quelle heure? Il est 27 ou 37? 37 37. Alors, est-ce que je parle un peu de taxe carbone? Je vous l'avais promis quand même, je ne peux pas vous quitter sans ça. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de comparer toutes ces explications. Moi, je pense qu'il y a un peu de vrai dans tout. Je pense que les Lumières ont eu une influence quand même. Je pense que, et même indirectement, parce que les Lumières, par exemple, les Lumières ont eu un rôle sur le développement. C'est évident qu'elles ont inspiré, le mouvement libéral a inspiré l'industrialisation, qui ensuite a produit. Donc, je pense que, ou directement ou indirectement, les Lumières ont eu une influence. Je pense que la concurrence politique a exacerbé l'effet des menaces de révolution sur la démocratisation, et je pense que la classe moyenne joue également un rôle. Donc je pense que ça n'enlève rien à la validité de leur explication à eux, mais je pense que je pense que les autres également méritent d'être retenus. Voilà. Alors, je veux parler je vous avais promis que je vous avais parlé c'est un sujet un peu délicat, d'économie politique de la réforme. Parce que c'est important. Vous voyez, on a commencé le cours en disant, voilà, l'État a un rôle à jouer pour la croissance. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut protéger les droits de propriété sur l'innovation, c'est important. Deuxièmement, il y a des investissements qu'on n'internalise pas pleinement. L'éducation, si moi je m'éduque, eh bien ça a des effets positifs sur l'ensemble de la société que moi je n'internalise pas. Et ou bien, si vous voulez, l'investissement dans l'innovation, j'investis dans les idées, ben, j'ai des externalités, ce qu'on appelle des externalités technologiques sur les autres que je n'internalise pas. Et donc ça suffit à justifier l'intervention de l'État. Où j'avais parlé de l'innovation verte, par exemple. L'innovation ne va pas forcément dans la direction que vous voulez, parce que je n'internalise pas quand
innove dans les moteurs à combustion, le fait que ça poussera d'autres gens à innover encore plus dans les moteurs à combustion. Donc l'État est important pour justement protéger les droits de propriété sur l'innovation, investir plus et mieux dans l'innovation. Et donc voilà, et la recherche fondamentale dont j'ai parlé. Donc il y a un rôle, on a parlé du rôle de l'État. Mais au début, vous vous souvenez qu'on a pris une approche pigouvienne, c'est-à-dire on a dit, supposez que vous êtes l'État et que votre objectif unique, c'est de maximiser la croissance et le bien-être. D'accord ? Comment vous faites ? Après, on a dit, oui, mais l'État, c'est plus compliqué parce que l'État, il peut être capturé, il y a des lobbying, il y a etc., il y a de la corruption. Et donc, comment on peut limiter la corruption et le lobbying ? Voilà, alors, les médias, les juges, etc., bien que les juges eux-mêmes puissent être biaisés, alors il y a peut-être, etc., etc. Mais on a commencé comme ça. Et donc, la société civile, c'est important également. Et c'est comme ça qu'on est arrivé vers ce corridor que je montre ici, d'accord ? Mais on est parti de là, d'accord ? Le cours, c'était ça cette année. L'État, idéalement, il faut l'État, mais il faut l'État comment ? Et il faut l'État avec, évidemment, un élément coercitif, évidemment, et il faut l'État avec un élément contrôle, société civile, etc. Mais je voulais parler d'une autre chose, c'est que quand on fait une réforme, je crois que c'est très important, parce que quand on est pigouvien, au début, on peut dire, eh bien voilà, vous voyez, c'est très simple, je vous avais dit, pour être plus innovant, il faut des marchés du travail plus flexibles, il faut de la concurrence, il faut un système fiscal, d'accord ? Je veux de l'innovation verte, donc vous voyez, la taxe carbone, c'est bien. Et une manière de dire, c'est de dire, écoutez, je vais arriver au pouvoir, et je vais prendre ces recettes, et boum, 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 quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire très vite, mais d'abord, on ne peut pas faire tout en même temps. Et chaque réforme a un coût politique. Et voilà. Et il y a ce qu'on appelle l'économie politique de la réforme. Par exemple, les retraites, c'est évident que ça serait beaucoup plus rationnel d'avoir un système avec un régime à points. C'est évident, c'est beaucoup plus rationnel. Quand on est dans une économie où chacun travaille toute sa vie dans un secteur, dans une activité, on peut avoir 42 régimes de retraite, mais quand vous êtes amené au cours de votre vie, passer d'un secteur à un autre, d'un métier à un autre, de changer souvent de métier, vous allez à chaque fois changer de régime de retraite ou vous allez combiner plusieurs régimes de retraite, c'est compliqué, pourquoi pas en avoir un, etc. Donc si vous voulez, au plan de la rationalité, on voit bien les réformes qu'il faut faire. Le problème, c'est de les faire passer. Et on se rend compte à chaque fois que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Exemple, la taxe carbone. C'est une idée tout à fait valable, on sait très bien, je vous avais même montré moi des figures montrant que, vous savez, l'innovation, si quelqu'un a innové, a fait des innovations dans les moteurs à combustion dans le passé, il va tendre à faire des innovations dans les moteurs à combustion dans le futur, et que le seul moyen de le convaincre, c'est mettre une taxe carbone, parce que ça va réduire la profitabilité d'innover dans les moteurs à combustion, ou d'investir, ou de mettre de la recherche propre, la taxe carbone, en tout cas, apparaissait comme un instrument, c'est évident. Donc on se dit, voilà, allons-y. Et l'idée, c'est le principe du pollueur-payeur. On taxe l'utilisation d'énergie productive de CO2 afin que les gens internalisent l'externalité négative de pollution et que donc ils réduisent les émissions. Mais donc, il y a eu une tentative échouée de mise en place en 2000 par le gouvernement Jospin. Il y a eu ensuite, en 2007, suite au Grenelle de l'environnement, la loi est votée au Parlement, mais elle est retoquée par le Conseil constitutionnel. Vous voyez, Et en 2014, elle est mise en place sous le gouvernement Valls, sous le nom de contribution climat-énergie. Et donc là, ils arrivent à faire passer taux initial de 7 € par tonne de CO2 et s'applique sur le prix des biens avant TVA. Passage progressif à 56 € par tonne en 2020, c'est-à-dire 13,5 centimes par litre d'essence, d'accord ? Et puis alors, on confirme cette... Donc ça, c'est le projet, d'accord ? Et le projet de loi de finances 2018 confirme cette planification, et vous savez ce qui s'est passé. Il y a le mouvement des Gilets jaunes et la suppression de la hausse prévue pour le 1er janvier 2019, d'accord ? Donc là, il y a eu, si vous voulez, donc, a été produite une étude, et donc je voulais juste parler de cette étude, parce que je n'ai pas moi-même travaillé sur l'économie politique de la réforme. C'est une étude du Conseil d'analyse économique, par mes collègues Dominique Bureau, Fanny Henriet et Kathleen Schubert, et ils étudient les effets de la taxe carbone sur les ménages en fonction de leur niveau de vie et de la nature de leurs équipements. Et ils présentent 2 scénarios qui permettraient d'alléger la charge de la taxe carbone sur les ménages les plus modestes. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que, on n'a pas regardé dans le détail. On n'a pas regardé qui ça touchait davantage. Voilà. Il y a eu une erreur, ça a été de ne pas regarder ça, et que ça affectait les faibles plus, les moins riches plus que les plus riches. Et deuxièmement, où les gens qui vivaient dans périurbains et ailleurs plutôt que ceux qui habitaient au centre des grandes métropoles. Et la deuxième chose qu'on n'a pas vue, c'est que, évidemment, comme il y avait eu la suppression de l'ISF sur le mobilier,
eh bien, et qu'on n'avait pas dit au début qu'on allait entièrement redistribuer la taxe carbone, ce qu'il aurait fallu dire tout de suite, c'était que la taxe carbone, elle était neutre, c'est-à-dire qu'on taxait les moins vertueux pour donner aux plus vertueux. Elle ne rapportait rien à l'État. Or là, on en a fait un moyen d'une pierre deux coups, quoi. En gros, le gouvernement s'est cru très malin. Ils se sont dit, il nous manque 5 milliards, en gros les milliards de l'ISF, quoi, hein, ou d'autres, et ben je vais les récupérer en faisant la taxe carbone. Comme ça, je fais bonne figure. C'était après le départ de Hulot. Comme ça, je montre après le départ de Hulot que moi, l'environnement, c'est important. Et en plus, je renfloue les caisses où il leur manque des milliards. Donc évidemment, les gens ont fait le lien entre l'ISF et ça. Et c'est d'un point de vue politique catastrophique. C'était un truc qu'il fallait absolument pas faire, voilà. Donc il fallait que cette taxe soit neutre immédiatement, qu'elle soit immédiatement redistribuée. Donc ça a été une grande erreur, voilà. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nécessité de la lutte contre le réchauffement climatique semble consensuelle, parce que c'est ça qui est extraordinaire. 85% des Français sont inquiets du réchauffement, d'accord. Toutefois, la mise en place concrète de politiques environnementales reste largement débattue. Le relèvement de la taxe carbone a été perçu comme une taxe supplémentaire, davantage motivée par des considérations budgétaires que pour une politique en faveur du climat. Elle est aussi apparue comme injuste, notamment vis-à-vis des ménages les moins aisés et de ceux qui ont peu de possibilités de substitution, par exemple sur leurs moyens de transport. Alors, comment proposer des modifications pour construire un dispositif plus efficace et juste? D'accord ? Donc, une taxe carbone permet-elle de faire évoluer les consommations d'énergie fossile? Alors d'abord, il y a évidemment comment les individus réagissent-ils à une augmentation du prix du carburant? On regarde des calculs d'élasticité au prix. De combien on réduit la consommation d'un bien si on augmente l'augmentation de son prix, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'élasticité. De combien de pourcentage vous réduisez la consommation quand vous augmentez de 1% le prix? D'accord, ça c'est ce qu'on appelle l'élasticité. Donc on regarde par sous-groupe de ménages en fonction de leurs revenus et de leur zone de résidence, d'accord? Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, regardez donc les déciles, donc là c'est les... vous voyez que d'abord, vous voyez, c'est dans les villes, donc les déciles, vous voyez les déciles, l'élasticité est plus grande pour les déciles inférieurs que pour les déciles supérieurs, déjà, d'accord? Parce que, bah, évidemment, pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ça ne représente pas une grande différence. Et puis, alors, c'est surtout dans les villes moyennes. Vous voyez, dans les villes moyennes, c'est là que l'élasticité est particulièrement... Elle est plus grande là qu'à Paris. C'est intéressant. Donc, vous voyez ce chiffre, par exemple, Paris, les riches à Paris, comparé aux moins riches dans les villes moyennes. Vous voyez la différence? Vous voyez, là, je mélange la géographie et le revenu. D'accord? J'ai mis les deux ensemble. La réaction est beaucoup plus forte, hein. Pardon? Moins 0,58 là et moins 0,17 là. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis? Ils ont étudié, ils ont regardé une augmentation de la taxe carbone au niveau qui a été prévu d'atteindre en 2022. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, ils disent, voilà, quels seraient les effets? Supposons qu'il n'y ait pas eu le mouvement des Gilets jaunes et qu'on ait pu implémenter cette taxe, d'accord? Quels auraient été les effets redistributifs? Et ensuite, accompagné du rattrapage de la fiscalité sur le gazole, correspondant à la somme des augmentations initialement prévues pour janvier 2019, 2020, 2021. Et vous voyez là, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, d'abord, on regarde les effets verticaux, c'est-à-dire la différence selon le revenu du ménage. Donc, quand je vais... Là, j'ai les ménages du premier décile, les moins riches, et je vais vers les plus riches, d'accord? OK? Et vous voyez ici que, en fait, vous voyez d'abord que le ratio des charges additionnelles sur le revenu disponible est beaucoup plus grand pour les moins riches que pour les plus riches. C'est pas un scoop, d'accord? Pour chacun des groupes, on calcule le coût moyen des nouvelles taxes en proportion de leurs ressources. Donc, en proportion des ressources, évidemment, ça affecte beaucoup plus les moins riches que les plus riches, d'accord? Et puis, évidemment, quand on regarde les coûts des nouvelles taxes, on regarde le chauffage des logements, le prix des carburants, le rattrapage spécifique de la fiscalité de l'essence par le diesel. Et voilà. Et donc, en fait, on voit que les ménages les plus modestes contribuent en moyenne davantage que les plus riches en part de leurs revenus disponibles. Bon, ça, je pense que vous... Et vous pouvez décomposer en rattrapage diesel, en transport sans rattrapage et en logement. Vous voyez ? Alors maintenant, il y a... Ça, c'est ce qui est la différenciation verticale, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas où les gens habitent, mais je peux regarder aussi l'inégalité géographique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent dans les villes et des gens qui habitent dans des zones périurbaines, dans des zones rurales, etc. Et donc, je peux regarder au sein de chaque décile. Alors là, c'est très intéressant, parce que la manière dont c'est fait, c'est que là, je regarde les déciles,
et je regarde au sein des déciles. Vous voyez, au sein des déciles, eh bien, je regarde les gens les moins affectés. Donc, quand j'ai le décile du bas, les moins riches au sein du 10e décile ne sont pas affectés du tout. Et puis après, ils le sont un petit peu. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'en fait, si vous voulez, eh bien, on voit que on voit que, si vous voulez, il y a des gens qui vont perdre. Vous voyez, il y a en général, les déciles les moins affectés. Alors, donc, si je suis... donc là, je ne sais pas comment je dois le lire. Ceux qui sont le moins affectés, c'est probablement ceux qui habitent dans les milieux des grandes villes, etc. Non, c'est pas... Comment je dois lire ça? Pardon? C'est ça, je suis à gauche. En haut à gauche, c'est ça. Donc si je n'ai pas de voiture, je suis en haut à gauche. Mais si j'ai une voiture, vous voyez, même si je ne suis pas dans les déciles les plus importants et que j'ai une voiture, je peux être en dessous là que je suis si je suis dans un décile supérieur. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de... Si j'ai une voiture et que je suis, même si je suis dans un décile supérieur, je peux m'en tirer mieux que quelqu'un dans un décile inférieur qui n'a pas de voiture, quoi. En gros, c'est ça que ça montre, quoi. Donc, parmi le dernier décile de niveau 10, certains ménages ne devraient être que très peu impactés, tandis que près de 10% des ménages devraient perdre au moins 500 € par an et par unité de consommation. Mais vous voyez que quand même dans le décile, vous voyez, oui, voilà, oui, c'est ça, le décile, le pourcentile. Donc, on regarde, en fait, si on voit il y a des gens qui, en fait, sont dans les plus riches là, qui, eux, vont être moins affectés que des gens moins riches, mais qui habitent dans des zones différentes, quoi. Pardon ? Oui, c'est ça, les déciles, c'est ça. Donc les plus perdants, c'est ça. Donc là, on voit, donc là, ça c'est les plus gagnants, les plus perdants dans chaque décile. Et donc là, on voit que, regarde ici, si vous voulez, dans le décile, si on regarde les plus perdants, les plus gagnants dans le décile, parmi les plus riches, ils sont beaucoup mieux que enfin, je m'assure que je suis dans la bonne. Je suis en train de me perdre là-dedans. Ce diagramme tel qu'il est fait. Mais il montre normalement que ceux qui sont dans le... Celui-là, je savais qu'il allait me tuer, ce diagramme. Je le sentais pas. Je le sentais pas. Bon. C'est pas grave, je vais... Donc, que faire donc, en tout cas, on montre, enfin, il est montré... que je n'arrive pas à lire ce diagramme, que des gens qui sont, pas forcément, qui sont dans les déciles les moins... il y a des gens des déciles inférieurs qui peuvent être affectés davantage que des gens de déciles plus grands, selon là où ils habitent. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter le problème? Eh bien, il y a deux propositions qui ont été faites. Une, c'est par Terra Nova, qui consiste à reverser 500 € au ménage du premier décile, 400 au deuxième, 300 au troisième, jusqu'au cinquième. Les points positifs, c'est que ça n'épuise pas toutes les recettes. Il reste encore 2,3 milliards d'euros de recettes. Et c'est progressif. Le point négatif, c'est que la fiscalité énergétique pèse encore lourd sur le budget des ménages du milieu de la distribution, qui seraient tous perdants à partir du 6e décile. Donc, il y a une proposition alternative qui est faite par les auteurs, qui est de dire, faisons un peu de la proposition Terra Nova, mais rajoutons quelque chose à la proposition Terra Nova. Donc, faisons des transferts décroissants selon les revenus. Donc, 310 € aux 3 premiers déciles, 300 au 4e, 255. Donc, on le fait de manière qu'on se mette à perdre beaucoup plus tard, en fait, d'accord? Mais on complète en introduisant des critères géographiques. C'est-à-dire que, donc, on va introduire davantage de critères géographiques. Alors, le point positif, c'est qu'on minimise les pertes pour les 5 premiers déciles en retournant l'intégralité du produit de la taxe sous forme de transfert aux ménages. Et on tient compte de la différenciation géographique. Donc, voilà, donc une proposition qui a été faite. En tout cas, c'est intéressant qu'il y ait l'idée de dire, eh bien, je peux prendre en compte l'hétérogénéité de revenus et l'hétérogénéité géographique dans la conception de la taxe carbone. Au-delà du calibrage de la taxe selon le revenu et le lieu géographique, les auteurs proposent 2 mesures ayant pour objectif d'accompagner la transition. Élargir l'assiette des taxes environnementales en y incluant les secteurs actuellement exonérés
mise en place de mécanismes permettant de lisser l'impact des envolées du prix du pétrole. Donc, le premier, c'est en gros que, eh bien, on veut soumettre à la même taxe l'ensemble des produits fossiles sortant des raffineries, avant la coloration des carburants en fonction de leur utilisation finale. Par exemple, les gens étaient scandalisés que, eh bien, les gens qui prennent l'avion ne soient pas pénalisés, par exemple. D'accord? Donc là, eh bien, ça serait pris en aviation commerciale, transport routier, agriculture, tout ça, ça serait... mais évidemment, il faut avoir des mécanismes d'utilisation de la recette pour ne pas pénaliser la compétitivité des secteurs qui bénéficient actuellement d'exonération. Donc toute la difficulté, c'est que vous voulez faire ces choses-là, mais vous ne voulez pas rendre les secteurs moins compétitifs en faisant ces choses-là. Donc il y a des manières de le faire, voilà. Et puis, il y a finalement la taxe carbone flottante. Il y a le problème, parce qu'il s'est passé aussi l'an dernier, c'est que quand la mesure a été annoncée, on était en période de hausse du prix du pétrole. Et c'était d'un effet désastreux, quoi. Donc là, il fallait immédiatement dire, évidemment, on aura une taxe carbone flottante. C'est-à-dire qu'on écrète les pics de prix de TTC pour éviter d'accroître les difficultés de ménage de plus en plus contraints par les dépenses préengagées. Donc on autorise le gouvernement à moduler le taux de la taxe perçue en cours d'année pendant 3 mois maximum. Cette modulation serait possible en cas d'augmentation du prix de baril de plus de 10% par rapport à la moyenne des 4 trimestres précédents. Les 3 mois écoulés, le tarif légal serait rétabli. Cette modulation ne viserait pas à gommer toutes les variations du prix du pétrole, mais à les lisser. Le mécanisme serait optionnel, subventionné de couverture aux ménages les plus fragiles du fait de leur revenu et de leur localisation géographique. Donc ça, on pourrait l'ajouter à cette... donc on pourrait le rajouter à ce mécanisme précédent. Donc, par exemple, en l'échange d'un paiement d'une prime partiellement payée par l'État pour les ménages vulnérables, l'assureur prend en charge le prix au-delà d'un seuil, prix actuel plus tant de pourcents. Voilà, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que la taxe carbone est en soi une idée importante. Ce n'est pas le seul mécanisme. On avait vu qu'il y avait d'autres mécanismes. Par exemple, la concurrence, quand on est dans un pays où les valeurs sont en faveur du vert. Mais on a vu qu'en France, 85% des gens pensent que le réchauffement, c'est important. Donc on est dans un pays où les gens sont au courant des méfaits du réchauffement climatique. Donc la concurrence joue un rôle elle-même. La subvention à l'innovation verte et à l'adaptation des technologies vertes, à la diffusion des technologies vertes, est également une chose. Je suis tout à fait pour un DARPA énergie, créer, vous savez, ces structures d'innovation de rupture, de le faire pour les énergies renouvelables et pour les nouvelles énergies. Donc ça, je pense que là, il y a tout un effort d'investissement, de politique industrielle intelligente et de recherche dirigée pour le vert. La concurrence est un élément. Mais je pense qu'évidemment, la taxe carbone est aussi un instrument. Seulement, il faut la manipuler avec énormément de soin, parce que sinon, évidemment, eh bien, elle est inéquitable et donc elle ne sera pas acceptée. Donc il faut... Vous voyez, le consentement à l'impôt, il dépend aussi du fait qu'il est perçu comme juste. Et donc l'impôt, pour être efficace, et on revient à l'idée que j'avais donnée au début de ce cours, c'est que ce n'est pas juste la coercion qui impose l'impôt, c'est le consentement. Il faut de la coercion et du consentement. Si vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de consentement. Et ça ne marche pas. Donc il faut le bon mélange. À la fois, l'État est présent, évidemment, et l'État s'impose, et l'ordre doit être établi, etc. Mais le consentement, c'est très important, et la justice est importante pour le consentement. Et on revient toujours aux 2 éléments de mon diagramme. Voilà, je termine. Je suis arrivé à la limite. Et merci pour ce cours.